Mais hier, j'ai écouté Balance Ah, OK. avant de me coucher parce que c'était pas disponible, on dirait, avant que tu le mettes sur ton truc, sur ton Instagram. Puis là, hier, je l'ai écouté. J'étais couché à mes couvertes, là. J'étais tellement bien. Puis là, j'écoute. Et à la fin, je te le dis, j'ai le goût de sortir. Il était trop tard, il était dans 11 heures. J'ai le goût de sortir dehors courir tellement que Mathieu Bouchard, Mathieu Blanchard, oui. il me craqué comme jamais. Oui, c'est un film qu'on a fait il y a 3 ans maintenant. Puis, OK. tu sais, c'est ça, il a fait l'UTMB. On se demandait qu'est-ce qu'on pouvait faire, un projet comme ça ensemble. Puis Mathieu, c'est quand même quelqu'un d'inspirant, là. Ouais. Puis avec la condition de son frère, on s'est dit, OK, ben on fait un projet documentaire qui parle de la balance entre son milieu de vie qui est un peu axé sur la plongée, puis le trail running. Puis là, on a mis ça ensemble, puis... C'est très beau, les scènes que j'ai vues que tu... Comme le départ, c'est lui qui plonge dans l'eau. Il y a des belles transitions, c'est une belle réalisation. J'ai vraiment aimé ça. Puis j'ai versé des larmes quand... En plus, c'est pas une scène qui est épique, là. Ouais. C'est une scène qui passe, mais en mettant touché sa mère qui court à côté de lui, puis qui court un petit bout au relais. Hey, ça m'a fait capoter. Tu sais, je pense que le trail running, c'est un sport qui implique vraiment la famille aussi. Ouais. Je sais pas si t'en as fait un peu. Absolument pas. Non? Je suis pas un fan de... Non, je suis pas un fan de course. Okay. J'essaye, à chaque été, je commence... À part s'il pleut, comme le jour il pleuvait à côté, je suis sorti courir 2 km parce que j'aime quand il pleut, quelque chose de... Si c'est juste du soleil, puis c'est une journée, j'ai pas le goût de courir. Il faut qu'il y ait quelque chose, que la forêt, de l'eau, faut... Fait que je pense que cet été, j'essaie de courir dans des trails. Il faut, puis tu sais, à Montréal, avec le Mont-Royal, qui est central, c'est tellement le fun de découvrir les sentiers d'une façon autre. Tu sais, on connaît le chemin principal qui fait le tour, bon, on se tanne rapidement. Mais quand tu découvres l'autre partie du Mont-Royal, les sentiers, t'en as pour le double de kilomètres à faire, là, ou même le triple. Puis ça va plus loin, ça passe par le cimetière Côte-des-Neiges, puis après, tu te rends à un autre versant. Je pourrais courir tout ça, mettons? Tu peux courir tout ça, puis c'est vraiment accessible à tout le monde. Puis je veux dire, ça donne envie de se dépasser. Parce que tu découvres ta montagne, puis tu découvres des endroits que tu verrais jamais ailleurs. Puis mettons en dehors de Montréal, là, une place qu'il faudrait que j'aille. Ben, tu vois, là, j'ai un peu les jambes arrachées parce que hier, je suis allée au Mont Orford. OK. Orford, c'est parfait parce que tu as de la montée, tu as de la descente. La montagne est quand même assez calme, c'est-à-dire que tu peux avoir la paix, puis il n'y a pas trop de gens qui sont là en train de marcher. Oui, il y en a, mais tu as de l'espace pour courir, là. Puis Orford, c'est vraiment un endroit là, pour pouvoir commencer là-bas. Puis, ouais. Okay. C'est vraiment intéressant. Cet été, il faut que je fasse ça. Il faut que je le fasse. C'est sûr que j'aime ça, être à l'intérieur, puis travailler à fond sur la muscu. Je pense qu'il faut les deux un peu. Ah ouais, tu fais de la muscu? Ouais, je fais de la muscu, c'est certain, tu sais. Puis j'en fais chez nous, tu sais, dans mon appart à Saint-Henri. Puis c'est sûr que ça me motive, mais moi, c'est vraiment la communauté là, qui m'entraîne à aller plus loin aussi. Ouais. Puis, tu causes ça avec de la musique ou non? En forêt? Avec des podcasts. Ah oui? Ouais, des podcasts, des gens qui parlent, c'est tellement... c'est une façon de s'évader parce que c'est sûr que la course, là, on s'entend, c'est tellement bénéfique, je trouve, après, mais c'est quand même quelque chose de difficile sur le coup, là. Ouais. Fait que c'est ce que j'aime, c'est m'évader en écoutant des gens qui parlent. C'est tellement cool. Ouais. J'essaie ça avec des podcasts cet été. Caroline Côté, merci d'être là. Ça a été je pense que c'est le plus long début que j'ai eu de podcast avant que je commence à te nommer. Fait que là, on parle de course parce que tu fais des ultramarathons. Puis moi, je t'ai connu en fait sur espace.ca. J'ai tapé top 25 des aventuriers à découvrir au Québec. Tu étais là. Puis j'étais voir ton Instagram. J'ai vu ton Instagram qui est fou, les photos, ça a l'air incroyable. Toutes les expéditions que tu as faites, c'est fou. Puis j'ai réalisé que tu as fait également Traversée. Puis j'avais écouté Traversée peut-être là 6 mois. Puis c'est une des capsules vidéo que j'ai vues qui me donnait envie de faire le sujet que j'ai parlé tantôt de 1000 km de vélo que je vais faire cet été. Ça m'a donné envie de partir avec des gens, de traverser quelque chose. Toi, c'est sûr que c'était dans le Grand Nord puis c'était à pied, mais est-ce que ça m'a donné envie de faire ça?
Puis j'ai réalisé que j'ai fait le lien entre les deux, que OK, elle est aussi cinéaste, fait que tu fais plein d'affaires. Puis j'ai noté tout ce que tu as fait. Peut-être pas tout, parce qu'il y a des choses que tu as sûrement faites que j'ai pas vues sur ton site web et ailleurs. Mais donc 2014, tu fais partie d'une équipe qui a traversé une région inexplorée, l'Antarctique, pendant 30 jours en autonomie. En 2015, tu traverses l'océan entre le Québec et la France en voilier. Tu fais Pull of the North. Expédition qui est 2000 km de canot sur la rivière du Yukon. Ça a l'air incroyable. Tu vas là-bas puis tu rencontres plein de peuples amérindiens aussi, fait que c'est très cool. 2018, tu fais Natashquan, Montréal. Montréal, Natashquan. Natashquan, Montréal, ouais. Ah, je suis OK. En ski, à pied puis en vélo. Fait que 2000 km total. Ça? Oui, exact. Okay. On dirait que j'ai entendu un petit... Comme si tu allais dire, non, c'est 2005. Non. Tranquille. 2019, tu suis les traces de Wally Hébert, essayant un nouvel accès au plateau de la péninsule antarctique. En 2020, tu fais, tantôt on a parlé, Montréal-Banff en fixe, tranquillos, une vitesse, ça va bien. Puis tu as réalisé plein de documentaires comme Traversée, comme Balance que j'ai vu. C'est Balance ou Balance? C'est Balance, mais bon, c'est un mot qui est en anglais-français en même temps, fait que ça réglait le problème. OK, parfait. Puis, sans oublier que tu as réussi à te hisser sur le podium d'une dizaine de courses d'ultra-trail avec des dénivelés jusqu'à 7300 mètres. Encore une fois, très tranquille. Et tu as écrit ton livre « Dépasser ses limites ». Oui, ben en effet, je pense que j'ai commencé tranquillement après l'adolescence à trouver que l'aventure dans ma vie, ben, ça pouvait devenir un métier. Puis je trouvais ça intriguant de pouvoir me développer là-dedans. Puis c'est sûr qu'au début de se lancer puis de dire « OK, ben je deviens cinéaste d'aventure, je fais de l'expédition une carrière c'est sûr que c'était un peu épeurant, là. Je comprends. Je connaissais personne au Québec autour de moi qui vivait comme ça. Fait que, tu sais, c'était un défi pour moi de sortir de ce que je connaissais, là. Tu sais, je travaillais pas loin d'ici, justement, au Baptiste sur Masson pendant que j'allais à l'école. OK. Puis je faisais des plans, tu sais, j'essayais de voir ce que je pouvais faire après avec mes études d'urbanisme, mes études de paléontologie marine, puis de design graphique. C'est les trois choses en quoi j'ai étudié avec la publicité. Puis je voyais pas où ça allait me mener, tu sais, puis je pense que à ce moment-là, fallait que je prenne un tournant. Puis là, j'ai décidé de me laisser aller vers l'aventure, mais tu sais, j'avais rien, là, tu sais, je connais beaucoup d'amis qui sont guides d'aventure, qui ont étudié au Cégep Saint-Laurent ou en Gaspésie, tu sais, il y a des super cours qui se donnent. Puis ils étaient vraiment motivés, ces personnes-là, puis ils voulaient devenir guides, puis tout ça, puis moi, c'était vraiment pas là d'où ça venait. J'étais vraiment, ouais, je me sentais toute seule à penser comme ça, puis à me dire, OK, ben je pourrais faire de l'aventure une vie, tu sais. Mais t'allais-tu en camping des fois le week-end? T'étais-tu quand même un petit peu aventurière, entre guillemets, avant de dire, parfait, je me lance là-dedans? Pas plus que la majorité des gens, là. Okay. La première fois que je suis allée en Antarctique, j'ai demandé à mon copain dans le temps... je peux-tu me joindre à vous? Tu sais, puis lui, il avait tellement plus d'expérience que moi. Puis j'avais jamais dormi là, en tente l'hiver. Ben non. Puis, toi, tu t'es dit Antarctique, c'est le premier step. Oui, exact. Je pense que je voulais pas faire les choses à moitié. Je voulais sortir de ma zone de confort. Puis je voulais vivre ça avec d'autres Québécois. Puis on est parti là-bas 30 jours sur le terrain, à vivre des choses que j'avais jamais vécues avant, à tester de l'équipement pour l'Agence spatiale canadienne. Puis, tu sais, j'étais jeune, j'avais 24 ans dans le temps, fait que ça a vraiment forgé, je pense, c'était quoi l'aventure pour moi, puis j'ai voulu en refaire toute, c'est certain. Mais là, ce qui est fou, c'est que tu arrives à combiner ta passion de l'aventure que tu as découvert, plus ton côté cinéaste, faire les deux en même temps. Mais cette expédition-là, l'as-tu filmée ou non? Ça a été filmé. L'expédition Expé Antarctique, c'est sûr que c'est mon premier documentaire. Ça remonte à loin quand même. Est-ce disponible? Je peux l'écouter ou? Non. OK. Parce que t'es pas contente du résultat? Ou? Ben, tu sais, je pense que dans le monde du cinéma, on est assez résistant à vouloir montrer longtemps, tu sais, les choses du passé. Là, on passe rapidement à d'autres choses. Puis, on veut pas... ouais, tout ce qui est derrière nous, je pense qu'on veut pas trop le montrer. Mais
on essaie de focusser peut-être sur les projets qui s'en viennent puis tout ça. Il y a quelques projets, dans le fond, que j'ai fait récemment, comme Balance puis tout ça, mais le documentaire sur l'Antarctique, non, je peux le montrer peut-être bientôt, là, le mettre en visionnement libre, mais c'est ça. Il a vécu sa vie. Puis comment ça s'est passé, cette expédition-là? C'est ta première grande expédition? Oui. T'as-tu réussi à passer à travers facilement? C'est quoi les obstacles, les défis? Expé Antarctique, ça a été complexe parce que dans notre équipe de 6 personnes, il y en a un qui a eu la mononucléose. Là-bas? Là-bas. Ça, à la moitié. Une mono en Antarctique, là, c'est parfait. C'est idéal. Tu sais, je veux dire, ça casse quelqu'un. Tu peux ouais. te retrouver un mois au lit, puis je l'ai jamais eu. Mais j'ai des amis, j'allais les voir à la maison, puis c'était incroyable, là, ils étaient KO. Fait qu'une mononucléose, on croit que c'est ce qui a attrapé parce que c'est la seule maladie qui peut prendre un temps d'incubation si long qu'environ 15 jours. Puis on s'est dit, on va appeler à Montréal, on va appeler le médecin, puis il va nous dire qu'est-ce qu'il y en est, mais François était plus capable d'avancer. Puis là, on est dans des conditions où on est dans notre petite tente, on amène nos traîneaux, il y a pas d'aide là-bas. Là. Si on a besoin de se faire hélicoporter ou de se faire secourir, parfois, c'est vraiment difficile. L'Antarctique, c'est le continent le plus froid, le plus venteux du monde. Fait que on est là, François est malade, puis là, c'est le chaos. On se dit, qu'est-ce qu'on va faire? On n'arrivera jamais à se rendre au bout. C'est en ski que vous le faites? En ski. Finalement, François, après quelques jours, on est obligé de se dire qu'il faut continuer. Il faut vraiment aller de l'avant puis pas s'arrêter pour pouvoir revenir au bateau. Donc, ça a été une expérience où on s'est tout entraidés. François, finalement, a réussi à chaque jour à se déplacer. On a fait des plus petites distances, puis on peut dire que la mission d'Expé Antarctique, ça a été réussi parce qu'on voulait découvrir des sommets vierges là-bas sur la péninsule de l'Antarctique. Fait que, mais tu me disais que vous faisiez ça pour la NASA, des tests? Oui, on portait des chandails sur nous pendant 30 jours. Donc, on n'enlevait pas nos vêtements, on les gardait vraiment parce que les conditions froides font en sorte que tu n'as vraiment pas envie de te changer. Ouais. Ces habits-là, dans le fond, c'est testé pour les gens qui vont dans l'espace. Fait qu'on était 3 femmes, 3 hommes. Donc, c'était vraiment pour eux un bon bassin d'expérience, d'expérimentation. Fait qu'on se faisait... on mesurait notre chaleur, notre rythme cardiaque, tout ça. C'était des éléments qui étaient mis ensemble par une chercheure de l'Université du Québec à Montréal. Okay. Et ensuite, elle a fait plusieurs autres tests avec tout ça. Et l'Agence canadienne spatiale, mais elle voulait savoir comment les chandails pouvaient être portés sur nous, puis s'ils allaient pouvoir être portés dans l'espace. Fait que c'était vraiment... ouais. C'est ce genre d'expédition que c'est financé genre par des études? Non, en fait. La première expédition que j'ai faite, celle-là, tu sais, en Antarctique... je pense que les coûts totaux là, que j'ai investis, étant vraiment jeune, là, c'était énorme pour moi. C'était 25 000 $. Où tu dis qu'avec ça, ben, tu peux commencer là, à mettre de l'argent pour une maison, là, puis tout ça. Mais, 25 000 l'équipement, genre? C'est aussi pour le bateau, se rendre là-bas. On voulait se rendre en bateau qui était... là-bas, tu as plusieurs façons de te rendre. C'est sûr que maintenant, tu as les énormes navires qui arrivent sur les berges. Les touristes sortent. Il y a un bateau qui les amène voir les phoques, puis après, ça retourne. C'est énorme. Puis sur les rochers, tu vois tout le pétrole, c'est noir, en fait. Puis il y a tellement de gens qui vont en Antarctique maintenant, qui restent une journée, puis qui reviennent, puis c'est tellement destructeur pour l'environnement. Nous, on essayait d'y aller de la façon la plus peut-être la moins qu'elle avoir le moins d'impact sur l'environnement. Fait qu'on est allé en voilier, un voilier qui était quand même assez petit, qui s'appelait le Spirit of Sydney, avec un capitaine qui venait de la Nouvelle-Zélande. Puis c'était une expérience juste de partir de Ushuaia puis de se rendre jusqu'en Antarctique. C'était
c'était spécial parce que tu passes par le Cap Horn, un endroit qui est réputé pour être le plus désastreux au niveau des vagues puis des vents dans l'océan. Wow. Fait que juste de passer ça, pour moi, c'était un défi dans le temps, tu sais. Mais ouais, on est allé en voilier. Puis ensuite, le voilier restait sur la berge pour nous appuyer au cas de difficulté. Là, on avait des contacts avec eux. Fait que c'est cher payer les gars du voilier, dans le fond. C'est super cher, mais ça vaut la peine parce que l'équipe est avec nous pendant un mois. Donc, c'est un peu là où est allée la majorité des fonds. Ensuite, l'équipement. À cet âge-là, on connaissait moins, on avait moins de partenaires. Donc, c'était vraiment des essais. On achetait nos vêtements nous-mêmes. Puis, c'est juste l'équipement, c'était plusieurs milliers de dollars, ouais. Ça n'a pas de sens. Bon, après ça, moi, tu l'as à vie, tu sais. Ouais. Tu dis que tu peux le réutiliser par après. Mais là, tu reviens d'expé là-bas, tu as la piqûre, tu te dis, j'en fais plein d'autres. Je pense que j'ai... Tu sais, c'est ça, à 24 ans, j'ai eu peur. La première fois, là, je peux pas dire que j'ai apprécié l'expérience. Ah ouais? Ça m'a pris longtemps après avant de comprendre que j'avais passé au travers, puis j'étais revenue, puis j'étais en sécurité, là. La première expérience en Antarctique, c'est là où, pour la première fois, tu sais, je confrontais mes limites. Puis, je sais pas, tu sais, moi, dans ma vie, c'est arrivé à ce moment-là, puis j'ai compris que ça allait changer le reste de ma carrière, c'est pas de ma vie. Fait que c'est un moment où j'étais dans la tente, puis je me suis dit que j'allais jamais m'en sortir. Les vents à l'extérieur faisaient en sorte que les parois de la tente étaient couchées sur nous. Le vent, c'est un vent hurlant. Tu vois rien. Tu vois comme si tu étais dans une sphère blanche. Ouais. Tu sais même pas si tu descends, si tu montes. Et là, je me dis, il reste encore 15 jours. Il faut que je toffe sur le terrain 15 jours. Puis je sais même pas comment je vais faire pour arriver à dormir dans cette tente-là. Est-ce que la tente va se faire ramasser par le vent? Puis je regarde mes collègues, tu sais, mes partenaires d'expédition. Puis on est silencieux, puis à certains moments, on se regarde, puis là, c'est sérieux, là. Comment on va sortir de là? Fait que j'ai pas pu le dire tout de suite sur place, mais je pense qu'après coup, là, ça m'a pris des années. C'est là que j'ai fait une crise de panique vraiment sérieuse, là. Tu sais, je veux dire, j'étais tellement jeune là-dedans, c'était la première fois que je vivais ça. Puis, ouais, maintenant, tu sais, je suis capable de dire que c'était complètement out of my comfort zone. Mais je sais pas, si tu vas faire du camping en Antarctique, t'aurais pas pu aller, mettons, je sais pas moi, un peu dans le nord, là, genre Val d'Or avant, t'aurais pu quand même faire une immersion tranquille vers, puis t'es tranquillement aller dans des conditions, puis t'as fait le top de l'Antarctique direct dès le début, c'est sûr que c'était stressant. Là. Ouais. T'es pas blessé, rien? Non, il y a personne qui a été blessé. Il y a eu 2 chutes en crevasse assez importantes où on a pris 3 heures pour sortir la personne qui était tombée. Wow. En fait, dans un espèce de trou vraiment vaste. Puis ça a été vraiment de peu là, qu'on a pu réussir à sortir François de là. C'est François en plus? C'est encore François. Hey, François, il est pauvre petit loup. Ouais, il était fatigué après, mais c'était le plus fort de l'expé, le plus grand. Puis il y a quelqu'un, à la fin, je pense qu'il était fier de tout ça. Ouais, parce que, je sais pas. Ouais, c'était quelque chose. Là, tu parles que tu as eu peur, que c'est quand même quelque chose qui t'a marqué. Maintenant, est-ce que dans tes expéditions, t'aimes jouer avec cette peur-là ou non? C'est après coup que j'ai compris que cette peur-là, en fait, quand tu passes à travers, mais ça t'amène à vouloir en revivre d'autres davantage, tu sais. Chaque expérience que j'ai faite, c'est souvent des expériences, comme tu dis, que j'avais pas avant. Je veux dire, soit du canot, j'en avais jamais fait avant. Puis juste d'aller au bout de cette expérience-là, d'apprendre à passer au travers d'une situation complexe, soit au niveau de l'environnement ou au niveau du physique, c'est vraiment difficile, ben c'est ce que j'aime. Je pense que on aime, en tant qu'homme, en tant qu'humain, en connaître davantage peut-être sur chacun de nous, puis c'est comme ça qu'on évolue, tu sais, puis c'est ce qui m'amène à vouloir
vivre d'autres expériences d'aventure ou d'expédition. Puis, tu sais, j'ai reçu Samuel Lalande au podcast, puis même Normand Piché, puis il me disait que après des grosses expéditions, ils sont souvent en petite période de dépression, tu sais. Il y a un petit moment où tu te dis, OK, la vie est normale, puis c'est plate en tabarouette. Est-ce que tu as ce feeling-là quand tu reviens d'une expé? Est-ce que tu sens que tu es comme drainé? Définitivement, tu sais, il y a un côté où tu revois la beauté de la société, comment c'est intéressant de pouvoir revenir, puis d'avoir à proximité de nous l'eau qui coule du robinet, tu sais, la douche chaude, des cafés, de pouvoir s'asseoir puis de pas se sentir en danger, c'est quand même quelque chose que la société nous apporte, tu sais. Ouais. De pouvoir se reposer sans penser toujours à la pyramide de Maslow à combler, avoir un toit, avoir de la nourriture, avoir à boire puis se sentir en sécurité, c'est... Tu arrives à... on pense plus vraiment à ça, tu sais. Puis c'est ce que j'aime de l'expédition, c'est que tu es tellement au bas de l'échelle que quand tu reviens, tu te sens tellement à un niveau où tu te dis « Wow, on est rendu là, on peut sortir de l'extrême de l'environnement puis pouvoir se reposer un peu. » Donc ça, c'est la première partie. Puis c'est certain que quand tu travailles à chaque jour à faire chauffer ton eau avec un réchaud, à avancer sur le terrain, à vivre des situations où à la fin de la journée, au niveau des muscles, t'es KO, ou de devoir trouver un endroit juste pour dormir, monter sa tente. Quand tu arrives en ville, d'avoir juste la base des choses, puis t'as pas vraiment à travailler pour toi, c'est ça où, habituellement, c'est là où peut-être qu'il y a plusieurs aventuriers qui sentent que t'es pas utile dans la société, tu sais. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi mon rôle? On est tellement organisé en société avec comment on a bâti les villes, par exemple. Tu sais, en urbanisme, on apprend à faciliter les transports entre les rues, tout ça. Tout est organisé, carré, structuré. Puis je pense qu'il y a plusieurs personnes qui font des aventures, des expéditions, qui reviennent en ville puis ils se disent « Wow, tu sais, c'est complexe en même temps, tu sais. Ouais. C'est difficile comme retour de passer à un terrain vaste, un territoire immense, puis de revenir dans des rues, puis d'avoir à s'arrêter à un feu rouge, c'est nouveau, puis ça prend un temps de réadaptation. Je pense que c'est un peu des deux. Donc, tu dis, oui, il y a une balance, je pense, à faire entre... le retour d'expédition, ça peut être un côté vraiment, vraiment bien, mais de l'autre, ça peut être néfaste pour quelqu'un qui est parti longtemps, ouais. Je suis pas un fan de camping. Je suis quand même bien dans mon chez-moi. J'aime voyager, sac à dos, mais ça reste que genre des auberges jeunesse, des trucs. Puis là, comme je te disais, je vais au Mont-Gros. Puis moi, le camping, je suis pas fan. M'occuper de faire mon feu, tout ça, c'est pas ma tasse de thé. Je trippe pas trop. Puis j'ai plein de clients qui me disent « OK, mais pourquoi tu t'en vas au Mont-Gros, tu sais? Si t'en vas passer 5, 6 jours, 7 jours en autonomie. » C'est genre juste pour ça, pour revenir, puis me dire « OK, mon lit, juste me coucher à mon lit, dans mes draps, dans tout ça, d'avoir le confort, puis de réapprendre à aimer justement ça, puis réaliser, OK, j'ai de l'eau potable comme ça, j'ai de la chaleur, tout ça, en ce moment, on dirait que je suis trop confortable dans ma vie. J'ai besoin de me sortir, puis d'aller dans des conditions qui sont vraiment pas favorables pour mon confort, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui devraient le faire, je pense qu'on... C'est con, mais comme tu dis, l'eau potable, avoir un four, je peux sortir à un coin de rue, j'ai de la nourriture, tous des trucs comme ça, c'est comme on oublie à quel point c'est beau ce que l'humain a créé, tu sais. Mais on est peut-être trop là-dedans souvent qu'on oublie à quel point c'est fou, là. Est-ce que tu sais, qu'est-ce que j'aime aussi là-dedans? C'est peut-être le fait aussi de reconnecter avec les personnes qui nous entourent dans ces expériences-là. Je sais pas avec qui tu y vas, tu pars au Mont-Gros. Mais une amie de Québec. Tu sais, je pense que tu vas vivre une expérience là, qui va t'amener à connaître cette personne-là à un autre niveau. C'est juste exceptionnel parce que les deux, vous allez vivre peut-être, tu sais, il va y avoir des averses, peut-être au Mont-Gros, tu sais, il va encore avoir de la neige. Ouais, d'accord. Ouais, c'est fou. En fait, Mont-Gros, je pense que le vrai nom, c'est, je vais me tromper, c'est ça, mais c'est genre Upachiku, une chose comme ça qui veut dire comme les monts toujours enneigés. Fait que logiquement,
En ce moment, il y a encore de la neige. Là. Mais c'est ça, ce que je vais vivre avec elle va être incroyable. En même temps, je me dis, c'est quand même 6 jours à être avec une personne. T'as-tu du mal à travers tes expéditions de vivre des moments avec des gens? Parce que c'est quand même intime, là. Puis c'est des situations qui sortent de la zone de confort. Fait que forcément, t'es peut-être plus à cran à quelqu'un. Certain, puis t'en apprends tellement sur la personne avec qui tu voyages, avec qui tu vis ces expériences-là, parce que, tu sais, on peut pas se cacher. Quand on a une tempête qui fait rage, le vent nous harcèle, on se tourne vers l'autre, puis je pense qu'on est vraiment nous-mêmes. Tu peux pas dire « Ah, c'est à cause de telle chose. » Ici, c'est plus facile de se dire « Ah, ben il y a telle circonstance qui a fait en sorte que blablabla. » Ça fait en sorte qu'on est vraiment amené à être transparent. La nature te permet pas de te cacher, en fait. Fait que quand tu es avec une autre personne dans ces situations-là, la connexion se fait tellement bien. Puis pour moi, dans ma vie, les personnes que j'ai rencontrées en expé, ça reste des personnes qui sont des piliers dans ma vie, là. Ah ouais. Puis la dernière expédition que j'ai faite avec mon copain qui s'appelle Vincent. Les deux, pendant 2 mois, on était ensemble, 63 jours à devoir se déplacer sur l'archipel du Svalbard. Et là, ben tu vois, je l'ai connu d'une façon que je le connaissais pas du tout avant. Mais en même temps, la relation de couple prend vraiment de la distance parce que il faut travailler pour arriver à survivre. Ouais. Fait que quand tu es avec quelqu'un dans la vie de tous les jours, puis là, tu te retrouves face à un glacier à devoir grimper, ben ça fait en sorte que le défi peut être amené à te faire grandir dans ta relation aussi de couple. C'est un bon test de couple, partir en expé en 63 jours. On pense que déménager ensemble en tant que couple, c'est comme un test, mais là, toi, tu pars 63 jours, ça s'est bien passé? C'est certain que ça s'est bien passé parce qu'on a réussi, puis on a réussi à faire ça en hiver dans la nuit arctique. Fait que c'était vraiment une expérience qui nous a... C'était toujours de nuit? On a commencé dans la nuit, puis finalement, après, en ce moment, au Svalbard, en Norvège, ben c'est des heures et des heures de lumière, donc c'est le contraire. Fait qu'on a eu un peu des deux. On a commencé dans une nuit presque totale, puis à la fin, ben c'était de la lumière plus qu'on en a, là, vraiment toute la nuit complète. Puis lui, c'est un gars qui fait des expés souvent ou non, Vincent? Oui, Vincent, c'était un explorateur que moi, j'admirais beaucoup dans le passé. Puis j'ai eu la chance de le rencontrer la dernière fois que j'étais allée en Antarctique pour faire une expédition. Puis c'est quelqu'un qui fait des expéditions normalement avec Børge Ousland. Fait que il y avait beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Puis il m'en a légué une petite partie. Puis c'était quand même assez complexe là, de le suivre dans son environnement où lui il est super à l'aise, un environnement de glace et de neige. C'était bien de pouvoir vivre ça avec lui, puis d'être dans une tente de moins de presque 3 mètres par 3 mètres sur 63 jours. C'est sûr qu'on se parlait presque jamais à cause des vents forts, à cause des conditions qui étaient complexes. On n'arrivait pas vraiment à discuter, donc j'ai pas vu... la relation de couple était pas là. C'était vraiment une relation d'entraide de partenaire à partenaire. Est-ce que le vent souffle tellement fort que tu as du mal à entendre l'autre? C'est vraiment ça. Le sommeil doit être léger, là. C'est quand même assez... c'est un sommeil qui est très réparateur parce que on avait des traîneaux qu'on tirait derrière nous pour amener toute la nourriture, tout ce qu'on avait besoin dans l'expédition. Donc, dès qu'on s'endort, ben on dort quand même assez bien, mais le vent est soutenu souvent là-bas dès qu'on commençait à faire du ski jusqu'à la fin de la journée. Puis si c'est pas le vent qui est soutenu, ben c'est des tempêtes de neige après tempête de neige. Puis c'est toujours un peu des situations où tu penses pas à parler à l'autre, mais juste te sortir du pétrin, là. Ouais. Fait que, Dans ton day-to-day, là, vu que t'es quelqu'un qui aime quand même le défi, les aventures, est-ce que tu as du mal à rester sur place?
Est-ce que tu as besoin de tout le temps sortir, courir, ou tu peux passer une semaine chez vous tranquille à écouter Netflix? Je pense que, ouais, je peux rester une semaine à écouter Netflix chez moi. Surtout en revenant d'Antarctique, peut-être qu'après 63 jours, tu te dis... Ouais, définitivement. C'est sûr que la quarantaine, après, elle a été dure. Là, j'ai passé 14 jours quand je suis revenue au Québec, là, récemment. Ça a été dur, mais... tu sais, après avoir fait des expéditions comme ça, j'ai souvent à faire des documentaires. Fait que je fais vraiment du montage pendant à peu près un mois après. Fait que je suis devant mon ordi avant 9 h jusqu'à minuit le soir des fois. Puis c'est comme tellement le contraire de l'expédition, mais je pense que c'est ça qui crée la balance de ce que je fais dans la vie. C'est un peu des deux. Puis c'est sûr que je suis bien à me promener puis aller dans les petits cafés de Notre-Dame juste à côté de chez moi. Puis, tu sais, rester très calme. Ça me convient aussi. Je suis un peu des deux. Puis j'aime ça, rester chez moi, faire pousser mes petites plantes puis profiter du temps à l'intérieur. J'aime ça aussi. Vu que tu documentes beaucoup de tes expéditions, as-tu documenté la dernière que tu as faite? J'ai un projet. Okay. Qui reste encore un peu à pas dévoiler, mais tu sais, j'aimerais... je pense que d'ici la fin de l'été, là, je vais pouvoir en parler plus. OK. Est-ce que tu arrives quand même à apprécier chaque moment? Ou tu penses beaucoup caméra, tu penses beaucoup à filmer? Tu arrives-tu à trouver la balance entre les deux, justement? Wow, c'est ça un peu le conflit. Filmer en expédition, ça permet pas nécessairement d'apprécier chaque instant, tu sais. Ouais. Pendant l'expédition Svalbard, on a rencontré un ours. À un moment donné, un ours polaire. Puis, wow. Ce moment-là, c'était incroyable parce que je me disais jamais dans ma vie je vais pouvoir revivre ce genre d'expérience-là. Puis en même temps, ça te dit, OK, prépare-toi avec les armes et tout au cas. Ah oui, c'est ça. Mais prépare-toi à filmer. Fait que c'est tout sortir le matériel, tu sais. Puis c'est pas être dans le moment présent. Ouais. Puis c'est pas échanger avec les gens de l'expérience, là. C'est vraiment capter pour ramener au Québec, pour ramener tout ça, puis faire du montage. Fait que en ce moment, on dirait que je vis une espèce de transition où je me dis, tu sais, est-ce qu'on en fait trop dans le sens où je vais-tu trop loin avec ça? Est-ce que c'est vraiment le cinéma ou les documentaires, c'est-tu vraiment quelque chose qui m'éloigne de la réalité, de l'expérience du moment? Fait que c'est un conflit que j'ai. Sinon, il faudrait que tu fasses certaines expéditions, ce que tu documentes pas, puis d'autres que tu documentes, mais pour toi, tu as sûrement le goût de documenter tout parce que tu vois des choses, tu vis des moments que tu fais ça en caméra, ça serait fou. Puis en même temps, c'est un méga bon souvenir là, de pouvoir filmer tes trucs, tu sais. Ouais, c'est une force. Puis je pense qu'aussi, c'est intéressant pour les partenaires, tu sais. Je pense qu'ils trippent beaucoup, tu sais. Puis de ramener ça ensuite, puis d'échanger avec les gens, de partager, de raconter une histoire. Pour moi, ça remonte vraiment à longtemps, quand j'étais jeune, où ma petite sœur puis moi, on se retrouvait autour d'un feu. Puis ma sœur, elle a eu, tu sais, vraiment pleine d'imagination. Puis c'est les meilleurs moments que j'ai eus dans ma vie, c'était quand j'étais avec elle, puis elle me racontait toutes sortes d'histoires imaginaires. Maintenant, je pense que j'ai pris ce côté-là d'elle, puis je voulais moi aussi, tu sais, partager des histoires, faire rêver les gens. Fait que la caméra, c'est une façon de le faire, mais il y a tellement d'autres façons. Tu peux, en photo, arriver peut-être au même résultat, tu sais. Puis en ce moment, j'écris beaucoup, fait que l'écriture, c'est après coup. L'écriture, c'est quelque chose qui me permet peut-être un peu plus de connecter dans le moment présent puis de raconter par la suite. Est-ce que tu écris pendant l'expédition? Pour la dernière expédition que j'ai faite, j'ai écrit au jour 1. J'ai fait une espèce de journal. Okay. J'écrivais sur mon cell, puis je me disais, OK, je vais faire ça chaque jour. Au jour 2 jusqu'au jour 63, j'ai vécu tellement dans une espèce de bulle juste de survie que j'ai oublié d'écrire, puis j'ai pas pu non plus sortir la caméra tout le temps parce que c'était tellement trop difficile, là. C'est ça, les défis techniques, là, ouais. Quand t'es en expédition puis en aventure, de filmer. C'est quoi, les batteries, ça gèle, qu'est-ce qui se passe? Il a fallu que je fasse un apprentissage où j'avais pas vraiment
de mentor dans ce domaine-là avant. Je pouvais pas demander des questions pour savoir comment filmer en expédition. Fait que j'ai essayé de trouver des réponses un peu partout, tu sais. Puis c'est sûr que là, avec la dernière expédition que j'ai faite, c'était filmer la nuit. Fait qu'on pouvait pas amener de panneaux solaires. Fait qu'on a essayé de trouver des batteries. Finalement, on est allé voir les Norvégiens, l'armée norvégienne, qui nous ont permis d'avoir des batteries pour charger du matériel. Des batteries qui ont l'air des années 1990, là, des espèces de trucs où on peut charger notre matériel, les batteries de caméra, les cellulaires, les téléphones satellites, puis tout ça. Mais tu sais, c'est du poids en plus, là. Ah ben oui. On avait 290 kilos à tirer. On était 2 à tirer tout ça. Fait qu'il fallait vraiment penser à ça en détail, là, pas amener trop de batterie, mais juste assez pour le film. Pour 63 jours d'expé, t'amènes de la nourriture pour combien de jours? C'est... En fait, combien de calories tu mangeais par jour? 4000, genre? Non. On mangeait 6000 et plus calories par jour. Du beurre... Puis des trucs de même, là. Tu sais, on avait collaboré avec la nutritionniste de Apiac, que tu connais. C'est des repas lyophilisés québécois. Ouais. Puis là-bas, on nous avait dit, ça va être 6000 calories par jour que vous allez manger en Antarctique. Fait qu'on était... Moi, j'ai toujours gardé ça en tête. C'est beaucoup, là. Ça fait à peu près 12 Big Mac par jour à manger. Puis là-dedans, tu sais, tu peux avoir... c'est presque juste du sucre. T'as du sucre, t'as un peu de protéines, puis t'as beaucoup de gruau, puis de choses comme ça. Fait que 6000 calories, j'ai essayé ça durant ma dernière expédition. Pour le premier mois, c'était correct. Mais là, le deuxième mois, j'avais plus de graisse. Mon taux de graisse était à 0, puis j'en ai pas eu assez. Ce qui a fait en sorte qu'on s'est dit, non, on n'arrêtera pas l'expédition. Fait que j'ai travaillé avec Vincent. Vincent avait quelques bars qu'il pouvait me donner. Fait que jusqu'à la fin, on s'est rationné. Puis je suis arrivée à Longyearbyen, c'est la petite ville là, de l'archipel du Svalbard. Je suis arrivée, je me suis regardée dans le miroir, puis c'est la première fois que je me suis dit, j'étais allée trop loin, tu sais. T'étais trop maigre. J'étais vraiment maigre. Là. Pas maigre à un niveau, c'est cool, tu sais, j'ai perdu un peu. Puis non, c'était comme... spécial de voir mon corps comme ça. Ouais, j'avais plus de poitrine, j'avais les os là, qui me sortaient un peu de partout. Puis mon corps fonctionnait d'une façon où ça paraissait que j'étais allée trop loin. J'avais un rictus dans le visage où, tu sais, c'était vraiment comme... mes muscles réagissaient d'une façon incontrôlée. Physiquement, ça devait être dur pareil. C'était sous-calorique quand même tout le long. Ouais. Le deuxième mois, j'avais de la difficulté à dormir la nuit parce que je tremblais et avec le froid, avec la charge à tirer par jour, puis le déplacement qu'on faisait pour arriver au but, revenir d'expédition, dans le fond, ben, c'était beaucoup. Puis, je comprends que c'est trop, mais en même temps, c'est le genre d'expérience que, tu sais, des fois, les gens pensent qu'il y a des athlètes qui s'entraînent trop. Puis il y en a là, qui overtrain, sauf qu'en général, à quel point on peut se dépasser physiquement. Je veux dire, tout le monde peut courir tous les jours, tout le monde peut s'entraîner tous les jours, tout le monde devrait en fait faire ça. Puis de voir des gens comme toi qui vont vraiment trop loin prouve que de faire le 1/100e de ce que tu as fait par jour, c'est facilement atteignable. T'sais. Parce que toi, tu n'as pas eu le choix, tu étais en mode survie. Fait que même si tu n'avais plus d'énergie, tu as dû perdre je sais pas combien de kilos de masse corporelle puis de masse musculaire, c'est sûr qu'en bout de ligne, tu as pu le faire parce que tu es en mode survie. Fait que c'est quand même si c'est peut-être dangereux ce que tu as fait, je trouve ça quand même super impressionnant puis quand même inspirant pour quelqu'un qui s'entraîne pas puis qui bouge pas assez de faire « OK, si ma vie était en question, je pourrais... » Fait qu'il faut juste que tu te lèves tous les matins en disant « Ma vie est en question, il faut que j'aille courir, il faut que j'aille m'entraîner, il faut que je fasse du sport. » Exactement. Je pense que dans la vie, j'essaie de me rapprocher à notre côté animal, tu sais. On a tous ça en nous, puis des fois, on le met tellement loin, puis des fois, on est tellement le contraire d'avoir nos réflexes développés pour la survie. Puis c'est ce que j'aime de partir comme ça en expédition, c'est d'aller retrouver ce côté-là. Puis c'est certain que... j'aime faire ça avec des gens qui comprennent un peu ce genre de modèle-là. Mais
de le faire juste avec des gens aussi qui sont nouveaux là-dedans, je trouve ça tellement bien de pouvoir les ramener à la base. Puis je trouve ça intéressant. Je pensais documenter un petit peu mon truc au Mont-Grou. Puis je pensais amener une des 2 caméras là-bas. Puis j'ai acheté un genre de truc là, qui empêche l'eau d'entrer dans la caméra. C'est mon seul outil, je pense, que j'ai acheté pour le filmer. Mais on dirait que je sais pas quoi filmer, parce que les expés comme toi, c'est tellement incroyable que tu pourrais filmer n'importe quoi dans l'expédition, puis ça va être vraiment fou en caméra. On dirait que moi, je me dis que juste faire les Mont-Grou puis filmer, je vais manquer de sensationnalisme. Tu sais, je pense qu'on a tellement vu, tu sais, des vidéos Red Bull. OK, là, tu sais, il y en a tellement qui ont été faites. Il y a tellement de choses extrêmes maintenant qu'on voit sur YouTube, puis il y en a partout, mais qu'est-ce que les gens vont peut-être retenir de ton expédition? C'est les détails, tu sais, comment tu fais chauffer ton eau, comment vous avancez ensemble, c'est quoi votre relation d'aide, tu sais, des détails comme ça, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu ressens. Tu sais, t'as pas nécessairement besoin de la caméra, tu sais, top qualité. Je pense que il y a beaucoup de films en ce moment dans les festivals de films de montagne, par exemple, qui gagnent parce que c'est honnête, c'est réel. Puis il y a peut-être pas l'achat de drone, tu sais, qui révèle un paysage grandiose dans les crevasses puis tout ça, mais c'est la relation un à l'autre en expédition. C'est peut-être ça, tu sais, Je pense que je vais faire comme toi, là. Comme jour 1, tu vas écrire. Moi, jour 1, je vais filmer. Ouais. Après ça, là, si se met à pleuvoir pendant 3 jours, puis que je suis tout trempe dans ma tente, ça peut très bien que la caméra, je fasse comme, tu sais quoi, en ce moment, juste comme vivre, puis essayer de traverser ça. Même si c'est pas insane comme traverser, pour moi, aller quelque part avec une boussole, puis une carte, genre, comme tantôt, on finit le podcast, je vais aller en haut, puis je vais taper sur YouTube comment me diriger avec une boussole. Là. On va avoir un GPS quand même, mais sur la page Les Amis du Mont-Grou, ça dit que le GPS ne doit pas être une façon. C'est vraiment un outil de plus, parce qu'il peut briser, parce qu'il peut tomber dans l'eau, parce qu'il peut blabla. Exact. Fait faut quand même que j'arrive à me déplacer avec une boussole, puis que j'apprenne comment me... Ouais, puis tu sais, il faut faire confiance aussi à la personne avec qui tu y vas. Ensemble, vous allez faire vraiment un, puis si t'arrive quelque chose, c'est peut-être elle qui va te sortir de cette situation-là. Donc, la confiance établie, c'est super important. Le matériel que vous allez prendre, c'est pas, tu sais, nécessairement, il n'y a pas de petites aventures. Il peut toujours arriver quelque chose à la maison ou, tu sais, je veux dire, si t'es prêt, il faut que tu sois prêt à 100%. Je commande plus de trucs. Il me manque des outils. Là, j'ai commandé un couteau. J'ai un bon couteau de bushcraft, là. Yes. Que je peux couper du bon bois avec. Mais il manque des trucs. T'sais, on n'a pas de trousse de survie vraiment. Là. Il me faut ça. Là. Il faut même une couverte de survie. Ça peut être tellement utile avec le soleil de ne pas te réchauffer. Il manque des trucs. Il faut que j'aille sur Google chercher what to bring in the forest. Puis il y a tellement de réponses sur le web. Tu peux vraiment trouver tout ça. Puis sinon, je pense que en vivant en ville, on a peu de réponses, mais tu sais, tu vas juste dans les petits villages, puis les gens, ils vivent vraiment autrement aussi avec l'extérieur. Là, fait que, il y a un gars là-bas qui s'appelle Guy, qui est l'ami des Mont-Grou. On va aller le rencontrer, puis il va sûrement nous dire quoi amener, qu'est-ce qu'on a oublié. C'est des trucs qui vendent sur place. Je peux pas croire qu'il n'y a pas un petit genre de shop ou... Ouais, chaque environnement, ben, a ses particularités, tu sais. Fait que rencontrer les personnes aussi sur ta route, c'est ça qui crée que l'aventure peut être quelque chose d'extraordinaire. Puis le Guy que tu parles, je suis certain qu'il en a vécu d'autres, qui va t'en raconter. Lui, il est guide des Mont-Grou, fait que lui, je pense qu'il connaît chaque terrain, chaque place. Mais tu as vu au Québec, ce qui manque, parce que là, pour me préparer à cette expédition-là, j'ai regardé des vidéos sur YouTube de genre Tom Mike Horn qui dit les 15 objets que j'amène quand je pars en survie. On dirait qu'au Québec, il n'y a pas ça. Au Québec, il manque... J'ai reçu Billy Rio au podcast, qui est un grand amateur de bushcraft, et puis lui, il s'y connaît beaucoup, il fait des vidéos, mais il manque quand même des vidéos de qualité qui parlent de randonnée, qui parlent de comment agir en forêt, s'il arrive telle situation. Je pense qu'il manque ça. Il faudrait quelqu'un qui fasse ça. Qui prennent la parole, ben, je pense que ça s'en vient parce que là, tu vois, on a eu une période où le plein air a pris de l'importance. Tout le monde voulait sortir de la ville. Et là, il faut que ça se fasse, je pense. C'est vrai qu'on n'en a pas. On a souvent des vidéos aussi européennes ou en langue anglaise. C'est encore peut-être au Québec
assez tôt, là. Il faut un jeune, Mais, en fait, ou ouais. une jeune, peu importe, mais il faut quelqu'un qui est Ouais. plus dans le vibe commun des humains. Tu sais, si tu prends, là, je dis Patrick, là, mais un Patrick de 60 ans qui montre comment, on dirait que ça va être moins... Ça va moins parler. Il faudrait plus un jeune un peu influenceur, entre guillemets, qui est vraiment bon pour montrer que n'importe quel jeune... Puis ça, je pense que ça va pousser les jeunes à faire du plein air de plus en plus. S'il y a beaucoup de jeunes qui en parlent, si on fait des documentaires, je pense que ça serait une bonne... C'est peut-être ton prochain podcast, là. Tu vas peut-être devenir un pro, puis... Ah, je pense pas. Je te dis, en camping, je suis nul. Là, j'ai appris à en faire un feu. Je suis pas mauvais dans les feux, tu sais. Mais là, feu en forêt, quand il pleut, c'est une autre game, là. Ouais. Fait que c'est ça, des vidéos. Faut que... Non, mais essaie de passer un moment, ça peut être l'été, tu sais, tu commences l'été, où tu t'en vas pendant 3 jours avec le moins de matériel possible. Puis tu vas voir que, veux pas, on est amené à être capable de survivre. Ouais, en restant sécuritaire, bien sûr, mais ça nous en apprend tellement en allant à un endroit où ben, t'as rien, tu sais, pour survivre, puis t'arrives à la fin des 3 jours, puis je suis certaine que que tu vas en apprendre pas mal. T'as-tu fait des expéditions tout seul ou non? Ben, j'ai fait une expédition, ça s'appelait Electron, fait que je suis partie de Natashquan jusqu'à Montréal. Ah, c'est ça. Ah, t'étais seule? J'étais en solo, mais mon équipe était vraiment grande derrière moi, là. C'est une expédition qui avait été créée par la compagnie LG2. Ouais. Une compagnie de pub pour Hydro-Québec. Fait qu'eux, ils voulaient que je parte de Natashquan puis je me rende jusqu'à Montréal. Et j'étais toute seule sur le terrain. Puis, tu sais, on me disait, ouais, mais l'Antarctique, c'est sûr que c'était pire puis tout ça. Mais tu sais, au mois de mars, à Natashquan, là, j'ai vécu des moments où je trouvais que ça ressemblait vraiment à l'Antarctique, là. J'étais en ski au début. Je traînais mon traîneau. Puis me déplacer dans les forêts de sapins, c'était vraiment quelque chose. Puis il a fallu vraiment que je développe un côté où je devais faire preuve de résilience parce que j'aurais jamais pu finir si je m'étais pas donné l'objectif de me rendre. Là. C'était vraiment... ça m'a poussée à aller de l'avant, de savoir qu'il fallait que j'aille jusqu'à Montréal. Sinon, j'aurais abandonné avant, c'est Combien de sûr. jours t'as passé tout seul, mettons, sans contact humain? Le maximum de temps, c'était 10 jours. Mais t'appelais quand même ou? Ouais, Okay. j'étais en mesure d'appeler, mais c'était plus texter avec mon ouais. Puis c'est 10 jours où j'ai passé à la fin, on sait qu'on a envie d'être en société après 10 jours parce que on recherche les contacts puis tout, puis j'étais vraiment heureuse de revoir les gens. Mais, tu sais, sinon, pendant 2 mois, tu sais, j'ai pas vu grand monde non plus pendant la dernière expédition que j'ai faite. Ouais. Au Svalbard, on était juste nous deux. Mais en solo, là, c'est autre chose parce que y a personne qui peut te dire si tu vas trop loin. Si, par exemple, tu traverses une rivière, il y a quelqu'un, des fois, d'habitude, où tu te dis « Hey, on le fait-tu ou on le fait pas? » tu sais. Puis là, sachant que j'étais toute seule, puis je devais avancer, tu sais, j'avais pas vraiment de limite. Fait que des fois, je prenais sûrement des mauvaises décisions, tu sais, de devoir continuer. Ouais. Puis j'ai pris des risques inutiles parce que j'aurais eu besoin de quelqu'un qui me dise « Hey, on le fait pas, c'est trop. On attend ou on change de direction, puis tout ça, tu sais. » Ouais, je comprends. Souvent que mentalement, avoir quelqu'un avec toi, ça t'aide à justement remettre en question des situations. Parce que ça fait 10 jours que tu es tout seul, tu as le goût d'avancer, tu as le goût d'aller vite. C'est une autre raison. C'est quelqu'un qui t'apporte un point de vue différent. Là. On peut tellement prendre des mauvaises décisions quand on est fatigué, quand on manque de nourriture, quand le soleil nous affecte pendant toute une journée, quand on n'arrive pas, par exemple, à monter notre campement comme il faut ou qu'on a froid. On voit rapidement que notre pensée, c'est peut-être pas à son best. Ouais. Puis que dans des situations qui seraient comme en ville, on serait super adaptable, on serait super facilement capable de vivre certaines expériences. Mais quand on se retrouve après des journées comme ça d'effort, on réagit pas de la même manière, là. Non, clairement pas. Dans les deux cas, mettons, dans les deux extrêmes, là, quelle expé qui a été la plus difficilement faite, autant physiquement que mentalement, puis quelle qui était ça en est juste une à garder, là, quelle qui était la plus incroyable, mettons? Ou c'est la même aussi, là? L'expé de canot, où je suis partie d'environ
d'à côté de Whitehorse, puis je suis allée jusqu'à la fin de l'Alaska. Pour moi, elle m'a vraiment marqué, celle-là, mais c'était vraiment par rapport aux rencontres que j'ai faites sur la route. En canot, on arrêtait dans les petits villages, puis on prenait les commentaires des gens par rapport à comment la situation évoluait dans l'eau pour les saumons. Fait que c'était vraiment des gens qui avaient vécu là ou que leur famille était sur le territoire depuis des années. Puis c'était les gens c'est un domaine de langue qui s'appelle les Athabasca. Okay. Puis c'est ça, c'est des personnes qu'on a rencontrées qui m'ont vraiment marquée parce que je voyais en elles l'héritage de leur famille du passé. Ce qu'on a peut-être un peu moins chez les Québécois, c'est qu'on se rappelle des choses, mais eux, c'est vraiment ancré dans leur culture, ce que les grands-parents ont dit, ce que les arrière-grands-parents ont évoqué. Puis le fait qu'ils me parlent de leur environnement, du saumon dans la rivière qui n'arrivait plus à atteindre un certain point à cause des mines ou parce que l'eau était trop en mauvaise qualité, dans le fond, ben c'est des choses qui m'ont vraiment marqué. Fait que c'est ça qui a fait la différence entre mes documentaires où je prenais des vidéos des personnes que je rencontrais sur ma route ou des personnes que je connaissais déjà. T'sais, j'avais envie, après avoir fait le documentaire de canot, d'interroger les gens du territoire que je rencontrais. Ouais. Pas juste de parler peut-être à mes amis puis aux gens que je connaissais, tu sais, fait que ça a changé un peu ça. Ça, c'était peut-être la plus... celle qui m'a marqué le plus. En termes de difficultés, là, la dernière que j'ai faite, ça m'a amené ailleurs. Je pense que je m'en remets encore, là. J'ai recommencé à courir, mais ça m'a pris un mois, 2 mois à juste sentir que je pouvais avoir des discussions normales avec les gens. J'étais tellement fatiguée. Puis reprendre toutes les calories que j'avais perdues, juste prendre soin de moi. C'était vraiment celle-là. Puis là-bas, il fallait brosser nos vêtements pour pas repartir le lendemain matin, pour pas avoir les vêtements gelés sur nous. Fait que parce que la glace fond en ta tente. Oui, ça fond un petit peu dans la tente, mais surtout, ben, c'est que ça s'accroche aux vêtements puis ça reste là. Si on les enlève pas, ben tu repars avec des vêtements glacés. Puis à cause de la transpiration, tout glace sur nous. On essaie de pas transpirer, évidemment, mais ça en crée toujours. Fait que c'est travailler pour la survie, là, c'est vraiment dans la dernière expédition que je l'ai vécu. Ouais. Tu sais, mettons, je pense à qu'est-ce que je ferais comme aventure, là. Puis il y a tellement de lieux sur la planète que je pourrais m'aventurer. Comment tu choisis ta destination? Quand tu choisis cette expédition-là, ça vaut la peine? C'est peut-être pas par rapport au lieu, mais par rapport au sujet que je veux prendre. Okay. Je pense que tu as reçu Anne Bouchard, c'est ça qu'on parlait au début de l'émission, puis c'est une coureuse. Puis elle, je vais commencer à faire un documentaire sur cette coureuse-là parce qu'elle a une histoire super intéressante. Oh yeah, nice. Puis là, elle a un petit défi là, qui s'en vient bientôt. Fait que, elle m'a parlé de ça, mais elle restait vague, ce sujet. C'est encore vague. Okay, c'est quelque chose qu'elle n'a pas décidé de parler, mais je pense que ça va se faire bientôt. Et cette coureuse-là, justement, elle a quelque chose en elle qui fait en sorte que j'ai envie de faire un documentaire. Mm-hmm. Puis sinon, les expéditions en ce moment qui me drive, c'est sûr que c'est dans le monde polaire. Puis j'aime ces endroits-là parce que c'est un peu un affront à qui on est vraiment, tu sais. C'est les conditions hivernales qui m'amènent à être une meilleure personne, je pense, parce que j'en connais davantage à chaque fois sur moi, puis je vais un peu plus loin, puis je vais dépasser encore un peu plus mes limites, puis c'est plus facile de faire ça dans des conditions hivernales, parce que ça demande plus de résistance, tu sais. Oui, clairement. Puis si on parle finances, là, parce que, tu sais, ta vie semble incroyable parce que tu fais ce que tu aimes, puis tu voyages à travers le monde, quand même, dans un sens, puis mais financièrement, comment tu arrives à accomplir toutes ces choses-là puis à vivre, tu sais, parce que tu as fait Montréal, Banff, en Bixi, puis la fois, je me dis, crème, je suis prêt à rester le Canada en vélo, ce serait le fun, tu sais, essayer de battre un temps ou... Là, je me dis, quand est-ce que je vais avoir 40 jours de libre, tu sais, ou 30 jours de libre dans ma vie? Fait que comment tu fais financièrement pour arriver? Juste avec tes documentaires, tu arrives? Non. Tes partenaires? C'est sûr que dans le monde où on vit aujourd'hui, il faut diversifier un peu peut-être ses revenus, là. Oui, il faut avoir des fois peut-être plusieurs passions qu'on
qu'on met de l'avant ou qu'on essaie de plusieurs voies. Les partenaires, pour moi, c'est vraiment une chance de les avoir maintenant. Puis ça fait pas longtemps que j'ai de l'aide financière. Avant, c'était juste des vêtements. Puis là, je collabore avec Elianson. Puis eux sont vraiment intéressés à avoir des ambassadeurs, dans le fond, qui font des choses, des vraies choses. Puis c'est pas juste sur les réseaux sociaux, tu comprends? C'est des expéditions, puis eux, ils mettent de l'avant ces expériences-là. Puis ça, je trouve que ça fait vraiment du sens avec qui je suis. Fait que je collabore avec eux. Puis un peu avec des partenaires, justement, qui décident de payer les ambassadeurs. C'est une façon pour moi de leur rendre du meilleur contenu, puis de travailler pour eux pendant l'expédition. C'est une façon que j'arrive à justement pas juste faire des documentaires. Ouais. Puis après, ben c'est ça. C'est sûr que la vente de livres peut être intéressante quand on... Tu sais, je ferais pas quelque chose par rapport à chaque expédition que j'ai faite, mais ça peut être de là que ça vient aussi. Puis sinon, ben je suis du genre à faire l'expédition, puis après voir ce que ça m'amène. J'ai vraiment beaucoup pris de chance dans ma vie. Il y a des choses qui auraient vraiment pu ne pas bien se passer au niveau des revenus après expédition, mais on dirait que j'ai senti à certains moments qu'il fallait que je prenne l'opportunité, que je le fasse. Puis après, ça revenait toujours d'une façon ou d'une autre parce que ben, je m'étais fait confiance. Puis après, ouais, les partenaires embarquaient aussi après coup. Puis j'arrivais à être... peut-être, j'arrivais à pouvoir recevoir un certain montant comme ça. Puis sinon, ben, c'est de parler aux gens, de faire des conférences dans des endroits où les gens valorisent vraiment la parole, les histoires racontées, les acquis qu'on a eus en expédition. C'est une façon aussi que j'arrive à gagner ma vie comme ça, puis c'est une chance, je pense. Y a-tu des expés que tu as voulu faire que tu n'as pas fait ou que tu as abandonné en plein milieu, mettons? À date, non. À date, j'ai réussi à faire pas mal toutes les expéditions auxquelles je rêvais. Je pense que là, il y en a une à laquelle je rêve pour les prochains temps. Puis peut-être que celle-là, je vais échouer. Tu sais, j'essaie de faire un record de vitesse de 30 jours, encore sur le continent de l'Antarctique, où là, c'est partir d'un point précis pour arriver jusqu'au pôle sud en ski. Puis là, j'aurai un record à battre féminin. Mais là, tu vois, là, je reste... j'en parle pas trop parce que je sais pas si je vais pouvoir réussir à le faire. Puis pour ça aussi, je cherche des partenaires parce que là, les coûts sont astronomiques. Donc, c'est un peu... Ouais, c'est un peu ça. Ta carrière de course d'ultramarathon, est-ce que c'est des choses que tu vas encore faire? Parce que tu as quand même des bons temps, là. J'ai regardé tes résultats, puis c'est quand même super, là. J'arrive à faire de la course entre elles comme ça, un peu entre les expéditions. Puis c'est la seule façon que j'arrive à rester entraînée. J'adore ça, m'entraîner musculairement en gym. Puis j'ai besoin d'affronter mes limites, je pense. Pas quotidiennement, mais un jour après un autre. Puis le trail running, ça m'amène tellement ça parce que oui, tu es au défi avec toi-même, mais il y en a d'autres autour de toi qui t'encouragent à aller plus loin. Parce que, tu sais, c'est une compétition saine, la course, je trouve. Puis courir en trail running, c'est vraiment courir en communauté. Là, j'étais à Harford, comme je te disais, puis les gens qu'on rencontre, c'est des gens qui partagent les valeurs souvent, c'est les valeurs de l'environnement, du bien-être en nature, puis ça, ben ça me touche. Puis là, c'est ça. Le trail running, je vais en faire peut-être pendant plusieurs autres années parce que c'est tellement difficile que ça me permet de toujours rester vive, puis, tu sais, de pouvoir penser à faire d'autres expéditions après. T'as pas encore fait l'Ultra Mont-Blanc? Non, j'aimerais ça. Là, je vais faire le Grand Raid non, j'ai fait le Grand Raid des Pyrénées, mais là, je vais faire le Grand Raid de la Réunion, normalement en octobre. Okay. Donc, c'est une course de 112 km dans des montagnes comme on n'a pas ici, des grands cirques, comme ça s'appelle. Donc,
Ça va être quelque chose qui va me pousser un peu encore à aller plus loin. C'est fou que tu arrives à partir en expédition puis quand même t'entraîner pour faire des ultras parce que c'est genre... Moi, je me dirais que pour faire des ultras, il faut que tu t'entraînes quasiment à l'année, tu sais. Oui, tu vas avoir des cooldowns, tu vas avoir des semaines de deload, mais je veux dire que partir 2 mois, perdre, je sais pas combien de livres tu as perdu, revenir, on dirait que j'aurais peur de tout perdre ce que j'ai accompli. Ouais. C'est vraiment ça. Les expéditions, ça fait un peu le bordel dans ton corps parce que, tu sais, on mange pas super bien, on mange beaucoup, beaucoup de sucre pour arriver à finir les journées. Puis après, moi, je reviens à Montréal, j'ai juste envie de manger de la bouffe bio. Tu sais, j'aime ça cuisiner, j'aime ça aller dans des super bons restaurants, des restaurants santé, tout ça. Fait que ça joue vraiment avec ton corps. Puis en course, ben, je pense que ça me... Ouais, c'est un peu c'est un peu pour compléter la balance dans le fond que je fais des courses puis c'est vrai que je trouve ça sain de courir entre les expéditions mais c'est pas toujours un rythme adapté à quelque chose qui peut être positif. Il faut vraiment que je fasse attention à ma balance générale dans ma vie. Oh, c'est clair. Tu as vu une fille comme Annie Bouchard, justement, ce qui est cool, c'est que c'est une fille qui travaille à temps plein. Puis la course, c'est comme un peu second dans sa vie. Tu sais, elle a sa famille, elle passe tellement de temps avec sa famille, à son travail, à avoir sa carrière, qu'elle arrive quand même à avoir des résultats incroyables. Comme toi, tu arrives à faire des expéditions, puis tu arrives quand même à avoir des stats de feu en ultra trail. De voir des gens comme toi qui arrivent à être quand même super bons athlètes, malgré le train de vie quotidien que tu as, c'est vraiment inspirant. Là. Ben, je pense que c'est aussi un peu comme toi, tu vois, tu sais, t'as ton gym, t'as la passion de faire un podcast, tout ça, si t'as la passion de faire ces deux choses-là, même si c'est pas quelque chose qui se ressemble nécessairement, mais que t'es drivé par quelque chose qui est plus fort que toi, tu vas le faire d'une façon qui va être super bénéfique pour toi. Puis c'est ce que j'aime, c'est que quand t'es inspirant avec quelque chose que tu fais dans ta vie, quand tu le fais pour les bonnes raisons, ben après, tu attires des personnes vers toi qui t'amènent ailleurs puis qui te font encore plus grandir. Puis je pense que c'est ça, tu sais. C'est juste suivre le cours de la rivière puis s'inspirer, peu importe. Si tu sens que c'est bon pour toi, moi, la course, je sens que c'est encore super bon pour moi. Je vais y aller à fond, puis... À chaque soir, je me couche avec 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. T'sais. Puis hier soir, en me couchant, je me suis dit, je suis reconnaissant d'avoir un podcast dans lequel j'ai des gens super inspirants. T'sais. Fait que tantôt, tu me disais d'où vient l'idée du podcast. Ben, c'est un peu ça. T'sais. Je rencontre des gens qui marquent ma vie à jamais. T'sais. Comme quand j'ai fait la liste de ce que tu as fait, puis j'ai été voir ton site web, ton Instagram, tes vidéos, tes docus, j'ai des frissons. Ce genre de sentiment-là, je l'aurais pas eu si j'avais pas décidé de faire mon podcast. Puis il y a tellement de gens au Québec qui sont inspirants. T'sais, Anne Bouchard, là, c'est une grande femme, là. Genre, on a fini le podcast, puis j'ai fait... Je suis vraiment content d'avoir pu m'asseoir avec elle. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je trouve dans les podcasts qu'il y a une force, c'est qu'on écoute beaucoup plus que ce qu'on fait peut-être en télé où il faut toujours couper. Ouais, parce que là, OK, il y a les annonces, on a tel temps, OK, cut, OK, on reprend là. Les gens, tu sais, tu perds le fil à un moment donné. Tu peux tellement rentrer dans les discussions plus profondes. Puis en ce moment, il manque de profondeur peut-être dans notre société où on atteint juste l'artificiel un peu, la surface. Puis les podcasts, il y a peut-être un engouement certain en ce moment là, parce qu'on prend le temps soit de s'asseoir ou, tu sais, mettons, de courir, puis d'écouter les gens. Puis moi, c'est sûr qu'en ce moment, j'en écoute tellement parce que je trouve que c'est le seul médium qui nous permet d'avoir les vrais sujets de la société, tu sais. Je trouve qu'il y a beaucoup d'humoristes que tu as reçus, d'ailleurs. Sam Breton, il n'y a pas long, où on se permet d'aborder les vrais problèmes de la société ou peut-être les vrais sujets d'actualité de la société. Puis les humoristes ont une façon de l'aborder où, ouais, peut-être qu'au premier plan, c'est drôle, mais au fond de tout ça, c'est quoi nos valeurs, tu sais, nos valeurs de société. Puis les humoristes, ouais, ils ont une facilité peut-être à démontrer tout ça. Puis c'est pour ça que j'aime bien, tu sais, les podcasts aussi de par exemple,
Thomas Levac, je crois, ou de Jay ou de Sam, d'ailleurs. Mais c'est des gens qui vont un peu plus loin puis qui prennent le temps d'aborder des sujets qu'on parle pas nécessairement ailleurs. Ouais. Je pense que le regard est différent parce qu'eux, ils vont un côté quand même humoristique. Puis il y a des sujets qui méritent d'être abordés avec humour, ou du moins avec l'envie de quand même rendre ça un peu plus léger, pouvoir l'approprier puis le comprendre, parce que des sujets qui sont vraiment tabous, qui sont lourds. Ouais. Tu sais, Thomas Levac, il y a quelques podcasts qui des sujets, je suis comme, OK, ça c'est quelque chose d'important. Ouais. Là. Mais la façon qu'il l'apporte, c'est quand même bien fait. Puis je pense que tu as raison, la télé, c'est tellement rapide. On veut tellement le meilleur 5 minutes top chrono que c'est même pas un vrai moment, tu sais. Ouais. Les entrevues télé, là, en général, je suis comme, man, que c'est pas super. Puis tu sais, t'as aussi les codes d'écoute. Les personnes qui sont reçues à la télé, bon, il y a un roulement, ça revient souvent. Puis ouais, c'est la même personne, là. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que c'est ce que la majorité des gens veulent voir, tu sais? Mais c'est tough parce que, mettons, comme moi en ce moment, il faut que je parsème de temps en temps des gens connus à travers mon émission parce que sinon, il n'y aura pas de code d'écoute. Fait qu'il faut que je prenne des gens. Sam Breton, je l'ai pris parce que c'est un gars que j'adore, c'est un de mes amis, c'est mon frère, je l'aime d'amour, là. Le salaud. Puis, mais il m'inspire, sincèrement. C'est vraiment quelqu'un, c'est un mentor à mes yeux, tu sais. J'écoute ce qu'il dit. On s'envoie des messages audio à tous les jours. Ou ce que, tu sais, moi, je l'aide au niveau physique, lui m'aide au niveau même psychologique, tu sais. Comme c'est vraiment un bon humain. Fait que le recevoir, ça vaut vraiment la peine. Mais là, en ce moment, je suis une période où il faut que j'invite d'autres personnes connues. Puis, tu sais, des Mathieu Dufour, il m'inspire pour vrai. C'est vraiment un humain que je trouve incroyable, tu sais. Fait que j'en ai eu des gens connus dans ma brochette d'invités. Mais là, si je veux faire découvrir des gens comme toi, comme plein de monde que je vais recevoir, il faut quand même que j'ajoute des gens connus. Puis là, je suis en réflexion à me dire, c'est-tu ce que je veux? Mais j'aurai pas le choix parce que sinon, personne ne va découvrir. Ouais. J'ai comme... Ben, on vit tout un peu avec ça, tu sais, parce que c'est la même chose avec peut-être la façon qu'on gère les réseaux sociaux. On a toute une partie qui veut qu'on mette... des choses qu'on aime vraiment, mais tu sais, il y a de la publicité, des fois aussi à placer dans certaines publications, des choses comme ça. Ce qui est bien, c'est de pas sortir de nos valeurs, puis je pense que tu le fais très bien en invitant des personnes que tu as à cœur, là, puis tu sais, qui j'aimerais vraiment écouter la prochaine fois, peut-être dans un podcast. Vas-y. Je pense que ça serait... peut-être des chefs du Québec, des chefs de resto. J'aimerais ça savoir comment... ouais? J'ai pensé. Je sais juste pas encore lequel prendre. Moi, tu vois, il y en a un... tu connais le Grumman? Non? Le Grumman, c'est mon restaurant préféré. Dans le fond, c'est à Saint-Henri. J'ai entendu qu'il avait fermé il y a quelques mois. Puis... c'était tellement un endroit où j'aimais ça inviter des amis qui venaient de l'extérieur du Canada parce que je trouvais que c'est la bouffe représentative du Québec. OK, cool. Puis Sébastien Harrison-Cloutier, c'est quelqu'un qui gérait le restaurant là-bas, puis d'une façon où il amenait des plats quand même assez diversifiés. Puis c'est quelqu'un, qui serait peut-être intéressant à recevoir pour parler de tout ce qui est arrivé dans la cuisine, parce que là, les restaurants viennent de recommencer, là, c'est fou. Mais ça serait intéressant peut-être d'avoir... On dirait qu'entrepreneur puis restaurateur, c'est dur de trouver des gens qui veulent venir au podcast. Ah ouais? Ouais, j'ai créé une couple d'entrepreneurs, puis tout le temps comme je suis trop occupé. Puis comme je comprends là, que t'es trop occupé, là. Mais comme t'es trop occupé, tu sais, je pense que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qu'on devrait vraiment... Je pense qu'on le met de l'avant depuis une couple d'années au Québec, mais on devrait pas arrêter de pousser vers ça, puis c'est tellement beau. Tu sais, à mes yeux, tu es une entrepreneur incroyable. Je veux dire, être entrepreneur, c'est pas avoir une business, là. C'est de pouvoir soi-même vivre de ses passions, de vivre de ce que tu fais, de ton talent. Tu sais, Sam Breton, c'est un entrepreneur incroyable, dans le sens que pour moi, c'est large. Mais de prendre quand même des gens qui ont créé des entreprises. Mais tu parles de valeur, mais c'est ça aussi pour moi, un entrepreneur d'un restaurant, il faut que je m'assure qu'il ne vende pas de foie gras dans son restaurant. Parce que s'il vend du foie gras, t'as beau me dire que c'est la nouvelle technique de comment engraisser puis que c'est mieux, mais je suis comme non. T'sais, pas besoin d'être végé parce que je suis pas quelqu'un qui est contre le fait de manger de la viande, mais je veux quand même que le restaurant, la provenance de la viande soit
comme sûr que... Fait qu'il y a beaucoup de critères dans ma tête avant d'avoir un entrepreneur, faire « Ouais, mais ça, tu fais ça. » Je suis pas dans avec ça. Ouais, je comprends. Ben, ça doit être une recherche assez grande, là, aussi, que tu fais avant de recevoir un invité. Puis, c'est efficace aussi, je pense, d'aller vers... Il y en a qui ont leur métier ou qui ont leur entreprise. Puis, quand tu sors aussi de ça, puis tu vas vers les passions profondes qui ont amené quelqu'un à créer leur entreprise, tu te rends compte que les valeurs, si c'est proche de toi, ben, tu sais, vous pouvez échanger, puis ça peut être des conversations qui vont être tellement, tellement intéressantes, comme Jonathan Galarno, qui a créé Repère Boréal, que tu as invité. C'est des personnes en soi qui sont vraiment des entrepreneurs de qualité. Puis, tu sais, l'entrepreneuriat au Québec se développe en ce moment, je trouve, parce que t'as pas l'entreprise typique comme on la connaît, mais c'est toutes sortes de choses qui se développent. Puis aussi, les femmes prennent leur place là-dedans, c'est cool. Je pense que quand on parle d'entrepreneur au Québec, tantôt je parlais de Dragon, par exemple, tu sais, ou, mettons, un matin, on me dit « Hey, Alain Bouchard », je pense que c'est ça. Alain Bouchard, le gars qui a créé Couche-Tard, tu sais, viens au podcast, non. Comme j'en ai rien à faire. C'est son modèle d'affaires m'inspire pas du tout. Ce qu'il vend dans ses dépanneurs m'inspire pas du tout. Puis c'est pas méchant contre lui, mais c'est pas du tout ce qui m'inspire. Je préférais avoir quelqu'un qui a un petit magasin général depuis 3 générations de famille, qui vend de la nourriture bio, des fromages d'ici. Pour moi, c'est plus inspirant d'avoir quelqu'un qui a une petite boulangerie qui roule, puis le gars est content que ça, il est heureux. L'entrepreneuriat, c'est pas juste travailler non plus 70 heures semaine, être brûlé tout le temps. C'est pas ça, là. Ça, c'est juste être un gars qui travaille beaucoup. T'sais. Pour moi, si tu as un petit resto qui roule, t'as pas besoin d'avoir une franchise, d'avoir 18 restaurants à ton nom. Là. Si t'en as un qui roule, tu fais 35 heures semaine, t'as une famille, tu pars le week-end en camping. Pour moi, ça, c'est un entrepreneur qui a réussi. Jonathan Galarno travaille beaucoup, mais il a appris à relâcher un petit peu avec le temps, à peut-être déléguer un peu plus, puis il vit quand même une belle vie, tu sais. Là, il a le goût de partir en voilier, il a le goût de faire des trucs. Mais si c'est une business, t'es PDG d'une compagnie qui roule à milliards de dollars, mais que t'as aucun temps libre, ta famille, t'la vois jamais, tes relations avec tes amis, c'est de la merde. Pour moi, ça, c'est pas un entrepreneur qui fait du sens, qui m'inspire. Et ça aussi, il faut que je regarde la personne que je vais inviter, juste m'assurer que ce qu'il représente, ce qu'il vit et ce qu'il dit aussi. Des fois, tu fais « Ah, ça a l'air super intéressant. » Tu vas fouiller un peu, tu fais que non, finalement, non, il y a beaucoup de parties de sa vie qui ne m'inspirent pas. Fait que c'est ça, j'ai trouvé des gens qui... Comment ça se passe pour toi de ton côté, tu sais, ayant cet attrait-là pour le podcast, ayant l'attrait d'avoir un gym aussi, puis de développer ça, comment tu arrives avec tout ça dans ta vie? Est-ce que tu te vois aller plus loin avec une carrière, développer encore plus de choses ou garder ça à un niveau où ta qualité de vie elle est ce qu'elle est maintenant, tu sais? Caroline, premièrement, c'est mon podcast, c'est tes questions que je pose, mais pour répondre à la question, je pense que j'ai du mal à trouver un balance dans ma vie, tu sais. Je travaille énormément. OK. Puis quand je travaille pas, je suis stressé. Ouais. Si je suis anxieux, c'est que je travaille pas, tu sais. Ouais. La pandémie était super dure pour moi. Ouais. Si je reste calme puis je fais rien, là je file pas bien. Fait que, il faut que je travaille là-dessus. Il faut que j'arrive à relaxer, à faire. Aujourd'hui, je fais aucun projet. Tu sais, moi, j'ai une to-do list, hein, puis j'ai pas coché une affaire sur ma to-do list à chaque jour. Je deviens fou en me disant que j'ai pas été utile justement puis que ma journée sert à rien. Fait que j'ai des grandes ambitions, mais je sais pas encore vers où je veux m'en aller. Tu sais, là, en ce moment, je tripe sur tout ce qui est aventure justement. Mais ça, dans ma vie, c'est comme ça. J'ai des passes de ma vie où je tombe dans un trip. Là, je tripe aventure, là, je tripe telle affaire. Pendant le bout, je tripais nourriture, nutrition. Là. Mais je finis par tout m'essouffler un petit peu à travers tout. Fait que, mais je pense que l'aventure, le voyage... Ça reste là pour toi. Je pense qu'éventuellement, tu sais, d'avoir des partenaires, c'est vraiment nice. De pouvoir voyager puis de pas payer 100% de tes coûts. Mais il faut que je trouve une façon de... Comme toi, tu fais, tu sais, tu vas à la rencontre de peuples, même traverser, il y a quand même un côté qui est très humain là-dedans. Il faut que j'arrive à trouver quelle touche que je peux apporter, qu'est-ce que je peux redonner à la communauté, aux gens, à travers cette vie que je veux mener d'aventure ou de voyage. Toi, tu le documentes, tu écris. Il faut juste que je trouve une façon de faire ça. Parce que ça serait vraiment fou de pouvoir faire plein de traversées, plein de chemins. Moi, tu me dirais, Mike, d'un matin, je pense c'est quoi le nom que le gars Yvon de chez Tella qui m'a parlé, s'appelle
accord, ça. Ouais, il y a une belle expédition là, qui se passe Ça n'a pas de sens, dans là, le du nord point le du plus Canada. au nord Ouais. au plus au sud. Ouais. Ça, c'est tout moche parce que je suis pas prêt à faire ça. Mais moi, tu me dis, Mike, on fait 7 monts en 7 jours au Ouais. Québec. Let's go, là. OK. Je suis comme, tu sais, je vais pas dormir, je m'en fous. Fait que je veux faire des petites expés, des petits trucs, des petits défis, mais il faut que j'aille quand même des partenaires. Il faut quand même que j'arrive à avoir des gens qui m'appuient d'une façon financière. Mais là, il faut que je trouve quand je peux redonner. Si tu es en documentant, si tu es en faisant le podcast, il faut que je donne. Je pense que value, c'est everything, tu sais. Ouais, ouais. Il faut que j'arrive à trouver une façon de... Ouais. Je pense que mon podcast est inspirant. T'sais. Je pense qu'il y a des gens qui l'écoutent comme... J'ai des gens qui m'écrivent comme « Wow, cette personne-là, incroyable. J'ai le goût d'aller courir. J'ai le goût de pas lâcher l'ambition que j'ai. » Fait que c'est peut-être ça. Ouais, c'est vraiment ça. En tout cas, moi, je pense que tu es exactement aligné. Puis tu te laisses pas... tu te laisses pas peut-être influencer parce que tu as la voix qui est différente en faisant un podcast de ce qui est les gyms. C'est totalement différent. Ouais. Mais tu suis ta voix puis tu le fais, tu sais. Fait que déjà, ça, comme entrepreneur, ça peut inspirer tellement de gens à suivre leur propre voie, tu sais. Puis je pense que moi, si tu y vas avec plus quelque chose d'aventure, d'un, ben tu peux m'appeler, moi, je vais t'en sortir des aventures, puis ça va être vraiment drôle. Mais tu sais, au Québec, il y a tellement de choses à faire. Traverser, tu sais, par exemple, le film qu'on a fait avec Florence sur 3 femmes qu'on a amenées dans le parc Courojouac, des filles qui provenaient de 3 endroits totalement différents, avec des acquis, des connaissances différentes, puis d'âges différents, de les amener là ensemble, puis de vivre avec ces filles-là une expérience de plein air. Tu sais, ce documentaire-là a amené la majorité des filles à changer leur vie totalement, là. Ouais. Puis on pensait pas ça à la base, juste de faire un documentaire comme ça, puis on se disait pas, ah, ben ça va tout un peu changer notre carrière, mais ça a été le cas, tu sais. Puis il y en a une qui travaillait, je pense, plus en production vidéo. Puis là, maintenant, est en train de devenir une coach pour amener d'autres femmes à vivre ces expériences-là de plein air, tu sais. Il y en a une autre qui est partie dans l'Ouest, puis on a vraiment tout évolué, puis on sait jamais qu'est-ce qu'on va trouver, tu sais, après avoir fait une aventure ou être parti en nature pendant quelques temps. C'est fou. Je pense qu'il ne faut pas minimiser l'impact qu'un de nos projets passe sur un être humain, 2 êtres humains, qui, eux, ont de l'impact sur plusieurs. C'est un peu kitsch de dire que chaque geste que tu fais peut impacter les autres, mais je pense que c'est ça. Ça change la vie d'une personne, elle, vers ses enfants, ça va être différent. C'est tellement gros, c'est une goutte d'eau qui peut faire des cercles qui touchent tellement de gens. Vraiment. Oh non, je suis d'accord. Mais il faut juste que je trouve ma twist. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas. Mais il faut que je trouve une façon de redonner plus à la communauté, aux gens. Mais tu sais, tu as vu Traverser au début quand j'ai lu le synopsis avant de l'écouter. Parce que j'ai une amie qui l'a écouté, Sarah-Claude, puis elle m'a dit j'ai pleuré. Là. Elle m'a envoyé une story Instagram d'elle qui pleurait. Ah ouais? Qui disait c'est tellement beau la fin. Elle a dit Mike, tu vas capoter. Je suis comme ok, je l'écoute. Puis avant, j'ai lu. Puis je suis comme ok, c'est pas beaucoup de kilométrage. Non, exact. Sur le coup, j'ai fait ok, mais c'était pas ça le but. C'était pas ça le but, C'était pas ça le but. Puis je pense que c'est beau de mettre des choses de l'avant parce que c'est tellement humain. La conquête, c'est pas tant la traversée du parc que de vivre cette expérience-là avec 4 femmes. Fait que ça, c'était magique. Puis je pense que c'est atteignable. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est inspirant, je pense. Tantôt, je te parlais de recevoir des sportifs ou des athlètes qui sont pas tout le temps juste de méga haut niveau. Parce que oui, c'est inspirant, mais c'est tellement grand, c'est tellement loin. Je sais pas que c'est pas atteignable. Je crois vraiment que l'humain peut se dépasser et aller loin. Mais d'avoir des exemples de personnes qui font des distances plus petites, des chemins plus courts, des entreprises moins grandes, ça peut être autant inspirant, sinon plus, comme Traverser l'a été pour moi. T'sais. Ouais, tu sais, Traverser, pour nous, c'était un passage qui n'était pas nécessairement « on passe à travers le parc ». C'était par rapport à ce qu'on allait vivre ensemble dans cette expédition-là. Puis d'en connaître sur Catherine, qui vivait, elle, à Coudjouac, de connaître un peu plus sur son mode de vie, puis c'était juste un échange. Puis habituellement, c'est juste ça. Les expéditions, c'est échanger avec des personnes ou avec toi-même, puis te rendre compte que finalement, il
y a des choses tellement simples avec lesquelles tu peux connecter, tu sais. Puis l'XP, ça a été vraiment trop dur. Peut-être que t'aurais pas autant connecté avec les autres personnes parce que t'es tellement brûlé, tellement en mode survie que t'as pas l'énergie de te dévoiler ou de parler à une caméra ou de dire ce que tu ressens ou t'es juste brûlé, tu sais. C'est vraiment ça, ouais. Caroline, on aurait pu parler encore longtemps, mais il faut que je te pose les 5 questions. Vas-y. Qui sont 5 questions de fin de podcast. Quand tu es anxieuse, stressée, qu'est-ce que tu fais pour redevenir calme et zen? Courir? Ah ouais. Courir, c'est sûr. Il y a des choses qui me stressent dans la vie, puis... Comme quoi? Tu sais, dans la piscine, il y a toujours des petits insectes là, qui flottent, puis que là, ils meurent parce que là, finalement, ben, ils sont... ils flottent sur l'eau. Ben là, je me suis dit que... Ben, chaque fois que je suis à côté d'une piscine, là, c'est un peu ce qui me soulage, c'est de sauver ces petits insectes-là sur le bord de la piscine. Puis ça me rend très zen quand j'arrive à toutes les sauver. Mais en même temps, c'est une zone d'anxiété, tout ça, parce que je veux toujours en sauver plus. T'as une piscine aussi à côté, là? Tu vas pas aller chez les inconnus, toc-toc, excuse-moi. Non. T'as des insectes qui sont en train de mourir, je vais les sauver? Non, mais sinon, c'est vraiment la course, le trail running, ça me calme. C'est sûr que plus que t'en fais, plus que t'as envie de faire grandir les distances, là, mais tu sais, ça se contrôle aussi. J'aime ça tricoter, puis j'aime ça passer genre du temps avec ma sœur, puis tu sais, je sais pas si t'as des frères et sœurs, mais c'est tellement simple, là, être dans sa famille, puis passer du temps, là, ouais. OK. Je pense à ça, la boisson. Ouais. Tu m'as écrit, t'as amené une boisson d'expédition. Ouais. Ben, je vais t'en parler parce que là, il est 9 h ce matin, fait que j'ai pas nécessairement pensé que ça allait être bon de te faire goûter un alcool. OK, c'est un alcool de boisson. C'est un alcool que j'ai pris au Svalbard. Ça s'appelle l'Aquavit. Il y en a au Québec, à la SAQ, mais il y en a une bouteille qui vient du Québec. Je pense que ça s'appelle Valkyrie. J'ai jamais goûté la québécoise, mais là-bas, en Norvège, c'est un alcool qui est très intéressant parce que tu manges ça avec du poisson qui est fait pour les fêtes de Noël là-bas. Okay. Et il est un peu trop tôt pour que je te fasse goûter c'est quoi l'Aquavit. Mais c'est vraiment un alcool à découvrir, là. Okay. Donc, ouais. Je pensais que c'est une boisson genre méga protéinée, carbs, fat avec de... Non, je m'y connais pas trop là-dedans non plus. OK. Tantôt, tu parlais d'un restaurateur, mais si tu as quelqu'un invité au podcast qui est inspirant, qui t'invite à part ça, le gars t'as nommé. Ben, c'est vrai, je t'ai parlé de Sébastien, qui est un chef. Pour vrai, j'aime vraiment la cuisine. Fait qu'il y a un autre chef qui serait vraiment intéressant à découvrir qui a le restaurant Le Candide, qui est sur Notre-Dame. C'est un restaurant qui est associé à des produits de la terre, du terroir. Le chef s'appelle John Winter Russell. Je pense qu'il serait vraiment intéressant à recevoir. Le nom il est cool, en tout cas. Juste le nom, je le vois tout de suite. Là. Ouais. Très cool. Ça pourrait être cool. Mais sinon, je t'aurais dit Serge Bouchard, mais il est décédé. J'ai écrit à Serge Bouchard, je te jure, une semaine avant qu'il décède. C'est pas vrai. Je te jure. Ah, ça a été une force. Incroyable. Ça a été incroyable. En fait, je pense que ça aurait été l'invité que j'aurais été le plus anxieux à recevoir. Ouais, je comprends. Quelqu'un qui a passé sa vie à parler dans des podcasts quand c'était même pas... Les podcasts, c'était même pas inventé encore, presque. Ah ouais. Là. Les entrevues qu'il faisait où il parlait pendant des heures de la société, de l'environnement, tout ça, c'est fou. Si vous avez la chance de voir le mammouth laineux, c'est sur Radio-Canada en ce moment, on peut le retrouver facilement. C'est d'une richesse là, épouvantable. C'est vraiment excellent. Wow. OK. Ouais. Sinon, je te dirais... peut-être... ouais. Non, je pense que ça fait le tour. OK. Ouais. Si tu as un livre ou un film que tu peux lire ou visionner. Est-ce que tu connais l'histoire de Shackleton? Shackleton? Ouais. Non. Ernest Shackleton, c'est un capitaine de bateau, mais surtout un explorateur. Okay. Qui, dans les années 1905, il est parti de l'Angleterre pour explorer l'Antarctique, OK? Bon, son histoire est incroyable parce que pendant 2 ans, son voilier a été pris dans les glaces. Mais avec un équipage de 32
32 hommes. En 2 ans? 2 ans, t'imagines? Puis l'hiver en Antarctique, il fait moins 60, là. Moins 60, c'est quand même assez exceptionnel que des hommes aient pu survivre dans ces conditions-là, OK? Mais en 1905. C'est ça, une technologie, là. Ben là, c'est fou, OK? Fait que ces gens-là, tous ensemble, ils ont dû manger les chiens qu'ils avaient amenés, les chiens de traîneau. Ils ont dû chasser les pingouins, les phoques. Et cet homme-là, qui était l'espèce de leader de l'expédition, qui s'appelle Ernest Shackleton, a réussi à tenir son équipe soudée pendant 2 ans. C'est incroyable. Son histoire est particulière. Puis c'est quelqu'un qui a fait vraiment preuve de leadership à chaque jour, qui a réussi à sortir tous ces hommes. À la fin des 2 ans, tout le monde était vivant encore. C'est incroyable. Fait qu'il y a un livre qui est sorti sur son expérience qui s'appelle l'Endurance. Son bateau s'appelait l'Endurance. Donc, il y a eu... 2 ans d'endurance. Ouais. C'est un livre que lui-même a écrit où il raconte des choses complètement folles. Puis, il y a le livre Leadership sous zéro, qui est un livre écrit par Dennis Perkins. Puis c'est un livre qui va parler des acquis de connaissances du leadership. Fait que pour développer quelque chose dans le domaine de l'entrepreneuriat ou si vous avez de l'intérêt, par exemple, à lire plus au sujet du leadership, c'est un livre qui est tellement bien fait. Il faut connaître un peu l'histoire de Shackleton, mais c'est toutes les matières qui ont réussi à cet homme-là à se rendre plus loin, puis à réussir, puis à mener son équipe à la réussite. C'est fou. Wow, je voulais le lire. Ouais. Je pense que je vais le lire. Go. J'essaie de lire au moins un livre d'explorateur ou d'aventurier à travers les autres livres que je lis à travers mon année. Je pense que ça va être un bon Shackleton. Il y en a un aussi qui est en ce moment dans pas mal de librairies qui s'appelle Henry Worsley, qui est un explorateur des temps modernes, mais qui retrace l'expédition d'Ernest Shackleton. Super intéressant aussi. OK, je prends ça en note. Ouais. Si tu peux dessiner, peindre le bonheur sur une toile, qu'est-ce qu'on voit? Je pense que ça sera un mélange de plein de choses, mais avec des pigments naturels. C'est ma sœur qui m'a montré ça la dernière fois. Ma sœur, c'est une artiste. OK. Puis elle a commencé il y a environ 10 ans à vraiment nommer le fait qu'elle était artiste. Puis elle peint un peu les astres, elle peint un peu ce qui se passe dans les rêves, tout ça. Puis là, elle vient d'aborder un peu les pigments naturels, fait qu'elle peint aussi beaucoup à l'extérieur. Ça m'impressionne beaucoup. Puis elle s'appelle Ariel, c'est son nom d'artiste, Ariel Côté. Puis elle a un style vraiment particulier, fait que là, elle m'inspire là-dedans. Puis je sais pas, peut-être que ça va m'amener à en faire, puis à faire un peu d'aquarelle. Quand tu dis pigments naturels, elle prend des essences naturelles? Oui, elle essaie de... Des fleurs, des... Oui, il y a des façons de créer des couleurs avec des choses qu'elle trouve en forêt. Ça, c'est une manière de faire. Mais il y a aussi en boutique des pigments qui peuvent être achetés sans produits nocifs, mais vraiment juste la simplicité. Puis ça, je sais pas, ça m'amène à vouloir en faire un peu, ouais. OK. Ouais. Puis mettons que hier, tu avais 3 choses pour lesquelles tu étais reconnaissante. Qu'est-ce qui était en ce moment dans ta vie? Je suis reconnaissante de je pense, prendre le temps d'écouter les gens, de pouvoir avoir du temps pour rencontrer des personnes inspirantes dans ma vie, c'est sûr. Tu sais, juste en allant courir hier, la simplicité du moment présent dans la forêt avec des gens que j'apprécie, des amis. Je sais que dans d'autres endroits dans le monde, on n'a pas de place pour prendre le temps. Il faut travailler, puis tu sais, la qualité de vie que j'ai en ce moment me permet d'être au calme, tu sais, puis c'est fou qu'on ait une chance d'avoir la chance de faire ça, puis je suis vraiment... ouais, je suis reconnaissante envers ça. Reconnaissante d'avoir une famille qui m'encourage à suivre mes rêves.
et reconnaissante d'être entourée de personnes inspirantes, mais ça revient un peu au premier. T'as-tu des gens qui t'ont... Des gens de ta famille, des amis qui croyaient pas trop au fait que tu allais faire des aventures? Tout le monde qui essaie de te mettre un peu des bâtons dans les roues ou non? Ben, je sais pas si tu as vécu la même chose, mais peut-être quand tu as lancé ton gym ou quand on lance des fois des idées comme ça qui sont vraiment grandes, les gens ils ont peut-être peur à certains moments. Ouais. Puis il y a beaucoup de « ben non, c'est trop gros, ça marchera pas ». Puis quand tu passes par-dessus ces idées-là un peu préconçues parfois, c'est peut-être pour moi l'étape la plus difficile, tu sais, d'aller au bout de ses idées, puis de se lancer, même si à première vue, peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont des réticences. Je trouve que c'est une période intéressante où il faut que tu lâches prise puis t'ailles de l'avant à 100%, tu sais. Autant d'aventures que dans le monde de l'entrepreneuriat. Puis, ouais, sinon, ma famille, non, est vraiment maintenant habituée à ce que je parte en expédition. Avant, je le faisais, puis il y avait l'impression que j'étais peut-être un peu plus... je connaissais pas vraiment ce que je faisais. Ouais. Maintenant, ils savent que c'est mon métier, puis ils me font totalement confiance. Ouais. Je pense qu'avec mon gym, au début, oui. Mais avec tout ce que j'entreprends en général, les gens sont comme « Ah, attention! » Ouais. Mais moi, c'est le genre de truc qui me drive. T'sais. Si tu me dis que ça marchera pas, si tu me dis que ça va marcher, j'ai quand même un goût de pas le faire. Tu me suis? Ouais, c'est sûr. Moi, il faut qu'il y ait un challenge. Je suis le genre de personne qui réagit bien à « T'es pas bon. » C'est moche. Comme ça, moi, ça vient me chercher. Si tu me dis que je peux pas le faire, et Christos, toi, moi le faire, là, pour le faire mieux. T'sais. Moi, c'est comme ça que moi, je performe. C'est pas tout le monde qui a cette façon-là de prendre l'énergie puis de réagir. Mais moi, si tu me dis ça marchera pas, le podcast, il y en a plein, oublie ça, personne va venir. Moi, ça vient me driver. Là. C'est des bûches dans le feu. Là. Je sais pas si c'est beaucoup de gens que j'ai rencontrés comme ça, qui sont dans le monde de l'entrepreneuriat, qui ont des têtes dures. Là. Ouais. Mais je crois qu'il faut une partie de ça pour être en mesure de ne pas abandonner. Il faut qu'il y ait quelque chose à l'intérieur de toi qui dise « OK, faut que je m'y mette, puis faut pas que j'écoute. Faut pas que j'écoute. Faut que mais c'est ça qui est dangereux, parce que ta famille, disons, toi, tu fais de l'aventure. Il y a quand même un côté risqué au niveau de ta sécurité. Fait que je peux comprendre que des gens de ta famille fassent comme « Fais attention, Caro. » C'est comme, ça peut être, tu peux mourir. Là. Comme, je peux comprendre cette prise de conscience-là, mais il faut que les gens au day-to-day arrêtent d'être négatifs puis arrêtent de croire que les gens sont pas capables de faire des grandes choses. Parce que pour des gens qui sont pas comme moi ou comme toi, qui sont pas entêtés à faire les choses malgré que tout le monde dit non, ben ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui entreprennent pas grand-chose parce que dès qu'il y a un non, oh, ouais, c'est vrai, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais ça, c'est pas bon. Il faut que les gens, tu sais, poussent les gens à faire des choses. Croyez au monde, allez-y, là, comme on peut faire tellement de choses. Puis de remettre en question certains détails d'un expé, d'une entreprise, aucun problème avec ça. C'est important d'avoir du feedback puis de dire « Ah, c'est vrai ça, j'ai pas pensé. » Mais il faut le faire d'une façon constructive puis l'amener à faire ton idée. Tu y crois, c'est tout ce qu'il faut. Genre, crois en toi. Il y a tellement d'histoires, tellement de gens qu'on connaît qui ont fait des choses incroyables qu'à la base, on aurait fait « Ouais, non, ça, je suis pas sûr que c'est une bonne idée. » Mais il faut quand même pousser les gens qui ont peut-être moins confiance en eux puis de leur dire « Tu y crois? » T'es vraiment passionné par ce que tu fais, vas-y, tu sais. Ouais, dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a tellement d'essais, puis il va y avoir des erreurs. Puis il va en avoir comme tellement plus d'erreurs qu'il va y avoir de réussite. Puis tant mieux parce que tu grandis, puis tu te rends au point où tu sais exactement qu'il y a quelque chose qui va réussir. Puis je pense qu'il y a un momentum qui arrive où tu sais par tout ce que t'es passé, tout ce qui est arrivé avant te mène là, puis c'est beau, tu sais. Fait que oui, il va y en avoir un chemin qui va être rempli d'erreurs où les gens, peut-être qu'ils vont avoir raison de t'avoir découragé, tu sais. Mais il faut que tu échoues de toute façon. Ouais. Les échecs, c'est tellement beau. En fait, ce qui se passe après l'échec est tellement beau. Se relever, c'est là-dedans que tu apprends. Puis on dirait qu'au Québec, on parle moins d'échecs des gens. Et moi, souvent, je pose des questions aux gens dans l'entrevue comme, tu sais, quand est-ce que tu as échoué? Là? Je veux savoir quand est-ce que tu l'as échappé parce que c'est important. C'est là que tu as pu apprendre, c'est là que tu as pu grandir, c'est là que
il faut échouer. En plus, tu es vulnérable. Puis quand tu es vulnérable, c'est là que tu apprends le plus sur toi-même. Comme c'est important. Je sais pas si tu connais l'artiste Pony. Oui. Incroyable. Tu sais, je l'ai rencontrée justement quand je travaillais pas trop loin d'ici, à Rosemont. Puis elle a toujours eu en tête l'idée de faire un art qui était totalement... Tu sais, on s'entend, là, c'est hors de tout ce qu'on peut penser. Ah ouais. C'est complètement éclectique. Puis cette fille-là, elle avait de la drive à partir du moment où je l'ai rencontrée jusqu'à maintenant. Puis elle était inspirante, elle n'a jamais lâché son idée. Ouais. Puis de faire quelque chose qui est relié à ce que tu penses qui va marcher, puis de garder cette idée-là de A à Z, c'est tellement courageux. Puis maintenant, tu vois, son art est connu à travers le monde, puis tout le monde porte des chandails avec son art. Sur Saint-Lô, il y a plein de vitrines où il y a son art aussi, puis c'est une personne que j'admire énormément, puis ouais, peut-être qu'il serait intéressante aussi à découvrir en podcast, mais elle m'a vraiment... elle m'a amené ce côté-là de me dire, OK, ben même si tu fais quelque chose qui est à l'extérieur de tout ce que les gens font en ce moment, ben vas-y, all-in à 100%. Mais c'est souvent ça qui réussit. Ouais. C'est souvent ça que tu te rappelles. Quand tu fais quelque chose qui est comme les autres, en général, ça passe inaperçu. Les grands génies de ce monde, autant en marketing, en pub, c'est des gens qui ont été complètement ailleurs. Là. T'es comme... À la base, j'aurais dit mauvaise idée, mais là, ça réussit parce que justement, tu as été dans le sens inverse, où tu as juste... Souvent qu'elle fait ce qu'elle aime. Ouais, elle fait vraiment ce qu'elle aime. That's it. Ce qui fait que ça fonctionne. Cinquième question, la dernière. Si tu as 60 secondes pour parler à la terre entière, radio, tout le monde écoute, là. Qu'est-ce qu'on entend de Caroline Côté? Moi, je dirais qu'il faut juste plus écouter au lieu de parler, peut-être. Dans le passé, j'étais vraiment anxieuse, puis j'avais peur de prendre la parole. Puis c'est venu un peu, je pense, parce que j'avais pas le choix de parler de certaines expéditions, puis j'ai réussi à me dégêner là-dedans, puis à prendre ma place. Puis je suis souvent en arrière de la caméra, tu sais. Devant la caméra, c'était pas une place qui était pour moi. Puis j'ai remarqué que on parle beaucoup parce qu'on est souvent inconfortable, tu sais. Puis pour combler des silences mais c'est quand est-ce qu'on réussit à écouter les gens puis à pas remettre la discussion sur nous, tu sais, quand on arrive à pas se comparer puis vraiment ouvrir nos oreilles pour être avec l'autre personne, c'est là où je trouve que la connexion est tellement grande, puis c'est peut-être quelque chose que j'aimerais mettre de l'avant, tu sais. Puis sinon, ben un deuxième point, ça serait d'écouter les créatifs, tu sais, ceux qui, par exemple, les artistes, je trouve qu'ils ont tellement de belles choses à dire, à raconter. Puis peut-être de lire puis d'apprendre, puis de continuer à faire de la lecture, puis à chercher des réponses. Jamais arrêter d'aller plus loin là-dedans, je pense. Ouais. Belle réponse, ça. C'est très beau tout ça. Ton premier point de prendre le temps d'écouter, tu sais, je pense que on manque de temps, ou du moins on pense qu'on manque du temps parce qu'on gère tellement nos vies débordées. Puis le podcast, pour moi, c'était un challenge parce que je parle beaucoup plus que j'écoute en général. Parce que je pense qu'on est tellement anxieux, on a tellement de choses qui se passent que quand on parle à quelqu'un, on a le goût de parler, puis raconter ça au lieu de s'asseoir puis dire « What's up? » Puis Sam Breton, il l'a dit dans le podcast, au lieu de dire quand ça va à quelqu'un, il dit quand tu te sens. C'est beau. C'est si beau. C'est si beau. Puis à soir, des fois, je le dis. Quand tu te sens aujourd'hui. C'est tellement plus... Je pense que la façon qu'on pose des questions aux gens, la façon que... Puis je me rends compte quand j'écris les questions du podcast, ou du moins l'angle, mes questions sont tout le temps très ouvertes. T'sais. C'est rarement un oui, un non, un bien, pas bien. C'est plus vraiment le feeling de la personne à travers l'émotion. C'est grand, c'est beau. Il faut qu'on discute plus comme ça. Mais aussi, tu sais, j'ai remarqué qu'on demande souvent aux gens, c'est quoi ta job, c'est quoi ton travail, dans quel domaine tu travailles, puis pourquoi on ne demande pas, c'est quoi ta passion? Qu'est-ce que t'aimes, ouais? Ouais. Tu sais, ça serait tellement une belle conversation d'ouverture, pas de small talk, je travaille dans tel business, je fais telle affaire. Au lieu d'être dans le faire, on revient à qui tu es. Tu sais, ça pourrait être tellement bien. J'avoue, c'est quoi ta passion? C'est une belle question, ça. Ouais. Première date, au lieu de parler de ta job. Ça dépend, en fait, si ta passion, c'est ta job. Ah, ben là, c'est sûr. C'est hot. Mais en même temps, ça va venir, tu sais. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui font du travail qu'ils n'aiment pas, là.
C'est ça. T'sais, on est quand même C'est chanceux, toi et moi, de faire ce qu'on aime. Ça, à soir, ça va être ça dans mon livre. La connaissance, c'est être payé à faire ce que j'aime. Comme il y a peu de gens qui peuvent se permettre ça. Fait qu'on est très choyés. Ouais, c'est vraiment une chance. Ouais. Caroline, ce fut incroyable, très inspirant. Puis je vais aller courir. Yes. Mont-Royal en premier. OK. Puis après ça, je ferai d'autres trails, mais je vais m'y mettre premier. C'était super. Cool, merci beaucoup.